Salut, c'est Régis. J'avais quelques petites choses à te demander. La première, c'est que j'ai créé un compte Instagram spécialement destiné au podcast qui s'appelle Humeur Humoristique. J'y partage des extraits des anciens épisodes et les actualités des invités qui sont passés par le podcast, donc viens t'abonner. Et puis c'est le bon endroit aussi pour me faire des retours sur les épisodes parce que vous faites souvent les retours aux invités et c'est dommage parce que c'est moi qui bosse sur les épisodes, donc j'aimerais bien avoir des petits retours. Et si vous voulez me voir moi sur scène, les prochaines dates c'est le 9 octobre à Mons, le 14 octobre au Petit Kings à Saint-Gilles, le 28 novembre à Moucron et le 29 novembre à Lille. Tous les liens sont en description de l'épisode. Voilà, à bientôt. Bon épisode. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui attise ma curiosité car j'entends beaucoup parler d'elle et toujours en bien. Et les gens sont particulièrement élogieux. Je la croise mais je dois avouer que je ne la connais pas bien. Et je voulais changer ça. Aujourd'hui, mon invité, c'est quelqu'un qui a touché à tout en humour, la scène, la prod, les émissions télé, le coaching d'artistes. Et le 8 septembre, elle a officiellement ouvert son école, l'école libre de l'humour à Bruxelles. Je reçois Alexandra Henry. Comment ça va ? Bonjour Régis, ça va, écoute, ça va très bien. Là, je suis dans une phase de ma vie où c'est genre l'excitation totale parce que je réalise le projet de mes rêves et en même temps, je suis très fatiguée parce que c'est beaucoup de travail. On est justement là pour en parler, mais merci d'abord d'avoir accepté de faire mon podcast. Est-ce que toi, tu es consommatrice de podcasts ? Avec plaisir, déjà oui, je suis consommatrice de ton podcast. Je loupe pas un épisode. C'est vrai ? Ouais. Oh, ouais, wow. ouais, vraiment. Il y a le tien et celui de Fanny Ruel, Les gens qui doutent, dont je suis fan. Celui de Christine Béroux-Gamberge, que j'adore aussi, il faut les écouter depuis le début. Qu'est-ce que j'écoute d'autre ? Ah oui, j'écoute le podcast, l'émission de Frédéric Lopez en podcast le soir pour m'endormir, parce que les parcours de vie, ça m'apaise, et puis sa voix m'apaise. C'est déjà pas mal. Ouais. Je suis déjà flatté que tu écoutes mon podcast, ça me fait très plaisir. Parce que c'est le podcast du compliment. Et donc je pense que tu es au bon endroit parce qu'on a ce truc en commun d'aimer faire des compliments aux gens. C'est surtout en fait spontané, naturel, je crois, parce que j'ai une éducation, mes parents m'ont toujours éduquée à voir le beau dans la vie. Et donc je crois que je suis formatée comme ça. Okay. Ce qui fait que quand je vois des gens ne pas avoir conscience de toute la beauté qu'il y a en elles ou en eux, j'ai envie de leur partager, ouais. Trop bien. C'est un peu ce que je fais dans le podcast. Comme tu écoutes, tu sais que j'adore complimenter les gens, juste que ça soit limite un peu, qu'ils soient un peu mal à l'aise, parce qu'à un moment donné, ils sont là, oui, mais je ne sais pas quoi dire de plus que ça. C'est très gentil, mais en même temps, si je les invite dans le podcast, c'est que j'aime ce qu'ils font. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept de l'école libre d'humour ? Avec plaisir. Alors, l'école, je dis là, j'ai ma nouvelle punchline, c'est au-delà d'une école, on est en train de créer une communauté. Parce que j'ai une relation à l'école. Moi, j'ai toujours adoré l'école. J'adore apprendre, je suis hyper curieuse. J'ai toujours aimé ça. Je voulais être professeure de français. Et sauf que quand j'ai fait les stages pour avoir l'agrégation, je me suis rendu compte en fait que c'était pas du tout le décor dans lequel j'avais envie d'évoluer. Parce que j'avais l'impression qu'on me demandait de dire des choses et que les gens allaient répéter ce que j'allais dire. Et donc là, ça s'appelle école, mais libre, parce que c'est inspiré des écoles alternatives, tu vois, des pédagogies alternatives. Et c'est très inspiré de la pédagogie, la philosophie, Ikigai, qui est une philosophie japonaise. Je ne sais pas si tu connais. Je connais bien. Ma copine est très développement perso. Elle a fait mon Ikigai, elle a fait tout ça. Elle est très intéressée par tout ça. Et donc, je connais bien. Je crois que... c'est une philosophie japonaise. Aujourd'hui, ici en Europe, ça a été ramené comme un outil de coaching d'orientation, de réorientation. Et donc, c'est ce diagramme qu'on voit de temps en temps passer justement dans tous les trucs de dev perso, avec ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payée. Mais au-delà de cet outil-là, c'est vraiment une philosophie qui est pratiquée par des gens qui habitent dans les blue zones, des lieux où les gens vivent heureux longtemps et en bonne santé. Et donc, on a analysé pourquoi. C'est parce qu'ils ont trouvé leur raison d'être. Ils savent pourquoi ils se lèvent le matin. Ça veut dire qu'ils ont trouvé le sens de la vie, quoi. Ok. Et toi, c'est quoi, du coup ? Mon Ikigai, c'est la créativité au service de l'amour. Ok. Voilà. Faudrait que je retrouve le mien, parce que je me rappelle plus qu'il y avait une appellation à donner. Mais en fait, et donc c'est tout un travail où tu travailles sur ce que j'aime, donc qui sont tes leviers de motivation, ce pourquoi je suis douée, qui sont tes talents, tes ressources, qui sont les leviers de réussite, et ce dont le monde a besoin, on va connecter à tes valeurs. Et à partir de là, donc t'as tout plein de mots qui ressortent dans tous les sens, et tu peux en faire une phrase, un mot, il y a peut-être un seul mot parfois, ou 3 verbes, ou peu importe, quoi. Mais c'est quelque chose qui donne sens à pourquoi tu te lèves le matin, quoi. Et je me suis complètement éloignée de la question. Présenter l'école, ça parle. Ça fait partie de la philosophie qui est dans l'école, donc c'est bien. Tu présentes en même temps la philosophie, c'est bien. Ouais. Donc je dis l'école, c'est, j'appelle ça une école, mais
c'est au-delà d'une école parce que c'est une communauté. Je crois, moi, en l'horizontalité, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me positionner en sachante qui va transmettre un savoir. Donc les professeurs s'appellent pas des professeurs, mais c'est des experts et des expertes, parce que je crois que tout le monde a une expertise à partager. Et donc il y a certaines personnes, certains et certaines artistes qui sont à la fois, qui suivent les cours, les ateliers et qui les donnent aussi. Ouais, j'avais vu ça. Donc il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas de verticalité, quoi. Tu vois, tout le monde est au même niveau dans cette école. Ouais, on profite un peu du savoir de chacun et on échange, quoi. Mm-hmm. J'avais vu ça, parce que je m'étais même posé la question, j'étais là, mais elle est élève ou elle est professeure? Mais donc non, c'est Les tout à deux. fait normal. Ouais, c'est normal. Mais c'est génial, elle va apporter des choses. Je pensais à Alice Connard, Oui, exactement. que je voyais qui est une improvisatrice et une humoriste qui fréquente les plateaux d'humour en Belgique, mais j'avais vu qu'elle allait donner la formation du côté impro, enfin l'atelier impro, et en même temps, je l'ai vu dans la liste des élèves, j'étais là, est-ce que je comprends plus ce qui se passe? Mais voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire l'épisode. Je comprends mieux ce qui se passe. Incroyable. Oui, c'est ça en fait. Et en fait, donc c'est pour ça une communauté, parce que j'ai vraiment envie de rassembler un maximum de personnes pour pouvoir s'entraîner et évoluer ensemble, quoi. Ok. Et elle est destinée à qui, cette école? Elle est destinée aux artistes qui ont envie de se professionnaliser dans le milieu de l'humour. Comment on s'inscrit à cette école? En fait, j'ai commencé par donner des stages. Et à partir de là, il y a des artistes qui m'ont dit c'est quoi la suite. Donc, j'ai proposé un premier projet pilote là en février aux artistes qui avaient participé au stage. Et donc, c'est comme ça que là, ça se construit pour l'instant. Donc, là, dans les cours actuellement, c'est des artistes qui ont suivi les stages et qui ont voulu continuer à se former. Et après, les ateliers, on s'inscrit là, pour l'instant, je communique par Instagram. C'est très artisanal pour l'instant. Je communique par Instagram et donc les personnes m'envoient un message et je valide l'inscription en fonction des groupes. Ok. Et donc, ça sera par atelier où il faut s'inscrire à différentes dates avec un expert ou une experte. Oui. Est-ce que je peux te demander combien ça coûte? Oui. Ça coûte 35 € par atelier et si tu prends la journée, c'est 60 €. Ok. Intéressant. Ça, c'est quand tu n'es pas dans l'école déjà. Et quand tu es dans l'école, c'est 30 € par atelier, 55 la journée. Je le sais parce qu'aujourd'hui, j'ai fait toutes les réponses. Du coup, j'ai bien les chiffres en tête, mais ouais. Trop bien. Et pour animer les différents ateliers, donc tu as fait appel à des experts et des expertes dans leur domaine. Ils sont plusieurs à être déjà passés par le podcast, donc on a les mêmes avis. C'est très bien. Ouais. Alors, il y a les ateliers d'écriture avec Lorenzo Mancini et Juan Rodriguez. Il y a des ateliers d'improvisation avec Moana et Alice Connard. Des ateliers sur le jeu et le doublage avec Raphaël Bruno. Sur le jeu et la mise en scène avec Laurence Oltuski. J'espère que je prononce bien. Ouais. Je pense que ces ateliers-là, ils parlent un peu d'eux-mêmes quand on a le nom. Même si j'ai envie de parler un peu avec toi, c'est de mise en scène. Parce qu'on n'a pas souvent parlé de mise en scène en humour dans ce podcast. Je pense que c'est un truc qu'on a un peu survolé, mais qu'on n'a jamais parlé en profondeur. Et toi, tu as fait de la mise en scène pour des artistes. Tu as fait de la mise en scène avec Sofia Bellabès, Eddie Monio, Loïc Bartolini, Nikos et Juan, Noémie Delattre, Nadège Sans-Gêne. Est-ce que c'est important la mise en scène en humour? En fait, le mot mise en scène, pour moi, c'est un mot... C'est comme le mot coach artistique que j'utilise aujourd'hui. Ce sont des mots qui sont compréhensible par la majorité. Après, le mot mise en scène en humour, pour moi, si tu veux vraiment mon avis, il n'a pas vraiment de sens. Parce que pour moi, l'histoire que je me raconte derrière ce mot mise en scène, c'est vraiment, ça vient du théâtre, tu vois. On a un texte qu'on va mettre en scène avec des acteurs et des actrices. Et dans l'humour, le travail de metteuse en scène, je ne sais pas si c'est exactement le bon mot, tu vois, parce que c'est un travail à la fois... Puisque Noémie, je ne suis pas créditée mise en scène, par exemple. Noémie, je l'ai coachée. Les autres, je suis créditée mise en scène, mais c'est vraiment un travail d'accompagnement global, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc de... Ça part de qu'est-ce que tu as envie de raconter pour certaines personnes qui arrivent vraiment à tout début du projet, de savoir, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, pourquoi, comment, et prendre aussi en compte, parce que ça fait aussi partie de pédagogie de l'école / ma pédagogie, du coup. C'est vraiment ce qui vient de la philosophie Ikigai, de prendre soin de soi au maximum pour pouvoir être complètement libre dans sa créativité. Ça, pour moi, ça fait partie aussi du rôle de la metteuse en scène en humour, c'est d'être à l'écoute et de veiller à ce que l'artiste prenne bien soin d'elle ou de lui. Ça fait partie du travail. Et aussi, donc, tout ce... Qu'est-ce que tu as envie de raconter, comment tu as envie de le faire, de l'accompagnement sur la structure du texte. Parfois, j'aide à trouver des idées. Je n'écris pas, je ne suis pas du tout co-autrice, mais
Mais je peux poser des questions, tu vois, pour stimuler la créativité ou proposer des exercices. Et après, c'est au plateau, ça va être du travail au plateau. Certaines personnes en ont besoin, d'autres pas. Tu vois, à chaque fois, ça c'est différent en fonction de chaque artiste. Donc, je peux travailler au plateau aussi pour la justesse, la présence scénique. C'est vraiment du sur-mesure, on va dire, un accompagnement sur-mesure, mise en scène. Okay. Et ici, les ateliers de mise en scène, est-ce que du coup, c'est plus mise en scène théâtre ou encore une fois, on est plus sur un accompagnement plus adapté comme tu le faisais Là, c'est différent parce que là, je te parle de mise en scène de manière générale dans l'humour, de comment moi je vois ça. Dans le cadre de l'école, travailler avec Laurence à la mise en scène, c'est parce que c'est une comédienne de théâtre, télé, cinéma et qui va travailler beaucoup sur le corps et la présence scénique, l'interprétation, on va dire. Trop bien. Pour continuer les ateliers, il y a aussi un atelier 360 avec Cédric Van Troyen, donc qui est le propriétaire du Kings of Comedy Club, avec qui on a enregistré un épisode par le passé si vous voulez aller l'écouter. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu entends par 360 ? Ouais, alors Cédric, donc moi je le connais depuis le tout début de l'humour à Bruxelles. C'est vraiment le pilier de l'humour bruxellois. On remonte avant 2012, donc. Ouais, tout début. Il connaît tout sur tout. C'est une bibliothèque humaine. C'est un directeur artistique fabuleux. Je lui ai déjà dit tout ça. Et en fait, le cours 360, donc ça, il n'est pas proposé en atelier à la carte. C'est dans le cadre des cours avec la team du vendredi. Cédric va venir à la fois pour partager tout ce qui est production, stratégie de développement, qui sont moins mes domaines. Tu vois, moi, tout ce qui est prod, budget, admin, etc., c'est pas mon domaine. Et à la fois cette capacité à avoir des retours sur des textes et tout le travail qu'il fait en management aussi avec Cheese, tous les contenus vidéo, enfin tu vois, il peut tout faire. Donc c'est pour ça 360. C'est voir la globalité. La globalité, ouais. Et donc en fait, comme on co-crée l'école avec les artistes, tu vois, je suis vraiment en co-création, c'est toujours d'être attentive à leurs besoins et de me dire, tiens, quelle personne pourrait matcher pour pouvoir répondre à leurs besoins. On va créer l'atelier en même temps, quoi, tu vois. J'aime trop. Non, mais j'aime que ça soit en création en fonction de ce que les artistes vont proposer. Donc, ça va d'office s'améliorer au fur et à mesure. Je trouve ça incroyable. Mais c'est pour ça que je suis très, très en gratitude par rapport aux artistes qui me suivent là depuis les stages et qui continuent à venir. Parce que et je leur dis vraiment, c'est avec les artistes qu'on co-crée le projet. Ben moi, je mets les gens en contact, tu vois. Si j'avais pas fait ça, j'aurais fait une agence matrimoniale, je pense. J'adore faire ça. Mais en fait, c'est toujours être à l'écoute des besoins, de leur réalité aussi. Parce que tu vois, les écoles à Paris, c'est très différent. Pour donner cours là-bas aussi, c'est très différent de ce qu'on est en train de créer ici. Parce que j'essaie de correspondre à la réalité des artistes ici. Et puis de prendre en compte qu'ici, la plupart, tu vois, autant à Paris, les artistes peuvent vivre des plateaux. Ici, c'est difficile avant de réussir à en vivre. Je sais pas si toi, t'as envie aujourd'hui. Là, j'en vis à mi-temps. Des plateaux, mais en effet, le fait d'avoir un spectacle que je commence à rôder est nécessaire. Parce qu'une fois que j'ai un spectacle, là, tu gagnes un peu plus. Ouais. Si plus tu le joues, plus tu vas gagner. Ouais. Mais économiquement parlant, sans avoir de spectacle en Belgique, compliqué, quoi. Ouais. Ou alors, il faut vraiment faire beaucoup de plateaux. Ouais. Et donc, il faut avoir un réseau, il faut arriver à jouer plusieurs fois par soir. Et c'est compliqué parce que tu joues dans les mêmes endroits. Donc, à un moment donné, on t'a vu. Et tu peux pas faire 1000 fois le même passage au même endroit, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça m'aide à comprendre pourquoi les artistes veulent avoir un spectacle aussi vite. Il y a ça qui joue, mais après, je pense que il y a aussi culturellement en Belgique, on est poussé un peu plus vite à le faire aussi. Pas tout le monde. Il y en a qui ont moins cette idée, mais je crois que c'est aussi parce que c'est très lié au théâtre. Donc, quand on n'a pas un spectacle, on n'est pas très considéré par les gens. Parce que même le public, les gens viennent nous parler après. Vous avez un spectacle ? Enfin, non, pour le moment, je crée un. Ah, et donc, c'est quoi votre métier ? Enfin, c'est ça ? Ouais. Ouais, mais il n'y a pas de spectacle, donc je comprends pas. Je crois qu'il y a ça aussi qui fait qu'on cherche un peu de crédibilité. Et tant qu'on n'a pas le spectacle, en Belgique, j'ai l'impression que c'est compliqué de l'avoir aussi. Je pense que ça doit jouer. Moi, je sais que ça joue sur moi. Okay. Après, il y a économiquement parlant. Et après, c'est parce que j'adore le spectacle aussi. Je trouve que... L'objet. Ouais. L'objet, okay. Ouais. Et l'envie d'être plus longtemps sur une scène, quoi. Okay. Il y a tout le côté timing à respecter qui est freine, moi, je trouve. Je sais pas. Tu es sur scène, tu sais que si tu fais une interaction avec quelqu'un où il se passe quelque chose, il faut que tu réfléchisses, il faut que je retire 3 minutes à mon passage parce que... Mais, comme j'ai dit ça au début, alors que dans un spectacle, c'est... Allez, tu es libre...
vas-y, si tu veux parler 3 minutes avec quelqu'un dans le public, rebondir sur ça, revenir sur la fin de ton spectacle, tu peux. Je pense qu'il y a ça. Bon, moi, ça joue sur moi. Je ne sais pas si les autres artistes vont se reconnaître là-dedans, mais en tout cas, en Belgique, je trouve qu'on est assez poussé à le faire, plus vite qu'ailleurs ou au Canada. Je connais des gens, quand j'étais au Québec, qui sont sur les plateaux depuis bien plus longtemps que moi et qui ne sont pas encore à penser au spectacle, quoi. Ce qui est marrant. Et c'est quoi la différence alors entre le Québec et chez nous? Pourquoi là-bas, ils prennent plus de temps avant d'avoir Je crois l'objet? que c'est plus dans la culture aussi. Je pense que c'est ils ont un peu plus le modèle américain où on sait qu'il faut des années pour y arriver. Et donc, c'est plus comme ça et c'est aussi plus valorisé. Les gens qui sont sur les plateaux, le public reconnaît ça aussi. Je pense qu'il y a un truc de, ils font des plateaux. Et ça, c'est quoi un plateau déjà? Et tu ne crois pas que c'est à nous d'éduquer le public, Si. ça? Mais c'est au fur et à mesure. Maintenant, quand tu vois dans la pub un peu des comédie clubs, ils expliquent c'est quoi un plateau. Au Québec, ça sert à rien de le faire. Les gens savent c'est quoi un plateau. Moi, j'ai eu des retours de personnes du public qui viennent me voir après un passage au Québec et qui me dit trop bien la deuxième ligne, ton one-liner il est bien, mais ton callback. Et je fais, c'est quelqu'un du public qui me dit ça. Alors que c'est le retour d'un humoriste expérimenté depuis plusieurs années qui me dirait attention, je trouverais que ça serait mieux que si tu disais ça. Et ils font des retours qui sont forts parce qu'ils consomment de l'humour régulièrement, ils vont voir des plateaux, ils connaissent, ce qui fait qu'il y a une différence, quoi. Donc quelqu'un qui fait beaucoup de plateaux au Québec, c'est trop bien. Il a réussi, t'es sur ce plateau-là, bravo. Ouais. Alors que nous, t'es sur un plateau, mais t'as un spectacle ou t'as pas un spectacle? Tu travailles ou tu fais ça sur le côté? Il y a un côté, si tu fais les plateaux, c'est que tu fais ça sur le côté. Chez nous, un peu, je pense. De certains, pas tout le monde, hein, mais de ceux de l'extérieur, quoi. Ok, je comprends. C'est une mentalité que j'aimerais bien changer, alors. Parce que je trouve qu'ici, on se précipite vraiment très vite pour avoir des spectacles. Ok. Et parfois, je vais voir des spectacles où il n'y a pas de blague. C'est presque des conférences. Tu te dis, ok. Mais là, on va partir dans un autre débat. Ouais. Et sinon, pour continuer les ateliers, il y a un atelier vidéo avec Émilie Krohn qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Oui, ça c'est pareil. Avec Émilie, elle fait partie des cours. Donc Cédric et Émilie, ils font partie des cours. Donc ça veut dire avec moi dans la team du lundi et du vendredi. Et Émilie, c'est l'atelier image vidéo pour accompagner les artistes dans le développement des réseaux sociaux, qui est essentiel aujourd'hui. Heureusement pour certaines personnes, malheureusement pour d'autres. Voilà. Je suis dans la team, malheureusement. Ok. Parce qu'il y a les ateliers avec Émilie Krohn, mais il y a aussi un atelier sur le marketing et les réseaux sociaux avec Sacha Ferra. Ouais. Pour rentrer un peu dans la même idée de développer sur les réseaux sociaux, développer son image. Oui. Pour toi, c'est primordial, c'est un passage obligé? Aujourd'hui, oui. Ok. Ouais. Tu es clair, tu es net. Je suis claire. C'est-à-dire que je crois encore beaucoup au bouche à oreille. Tu vois, par exemple, rien que pour mes stages, j'ai pas été la reine d'Instagram, hein, tu vois, mais ça a été le bouche à oreille qui m'a vraiment portée. Je crois encore au bouche à oreille. Là, c'est plus le bouche à oreille qui est effectué dans le podcast que les réseaux sociaux, oui, par exemple. Tu vois, puisque c'est l'avis hyper positif de toutes les personnes qui ont fait les ateliers, quoi. Ouais. Ils ont fait que moi, je me suis dit, mais c'est quoi ces ateliers? Il faut que j'en sache plus, quoi. Qui est cette personne? Ouais, vraiment, j'étais vraiment très intéressé. Viens faire un stage. Mais je vais en faire sûrement. C'est vrai que moi, je prends les infos, c'est pour moi. S'il y a des gens qui écoutent, tant mieux. Oui, donc je crois encore à la puissance du bouche à oreille, mais c'est rare. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux... Après, c'est un exercice qui est sympathique aussi à expérimenter. Hein. Du coup, je l'expérimente. Et quand tu vas te connecter, toujours le même truc, donc toujours dans cette philosophie Ikigai, c'est ce truc de se connecter à la joie et au plaisir. Et en fait, c'est sur les réseaux, comment je peux trouver de la joie et du plaisir, tu vois? À quel endroit je peux trouver ça? Et on trouve. Et en fait, avec Émilie, donc c'est ça que les artistes sont en train d'expérimenter. Mais ça va être essai-erreur, tu vois. Chaque personne va tester des trucs. On va voir là où on s'amuse. Parce que ça, je crois vraiment profondément que quand on s'amuse, quand on prend du plaisir, ça marche. Oui. Ça, moi aussi, mais justement, arriver à trouver et à avoir du plaisir sur les réseaux sociaux, je n'ai pas trouvé encore. Mais donc, ça peut m'intéresser, vraiment. Parce que j'ai fait une story aujourd'hui, et Tu t'es pas amusé? Ah, pas du tout. Parce que j'aime bien encore ce que j'ai posté, sinon je ne l'aurais pas posté. Ouais. Mais l'effort à mettre pour le poster, oh là là, c'est plus d'effort que de monter sur scène, de faire 1h15 de spectacle. Mais l'effort à quel niveau? D'oser le faire, quoi. Ok. Parce que t'as peur? Ouais. T'as peur de qu'il se passe quoi? Oula, on est parti sur les séances psy, ça y est. Non, c'est très bien. Très forte. Je suis curieuse. Peur de quoi? Peur du jugement des autres. Hein. C'est peur du jugement des autres, peur du jugement des collègues. Parce que moi, je suis suivi essentiellement par des humoristes, puisque j'ai un podcast qui parle d'humour et qui parle beaucoup plus aux humoristes. Mais les collègues,
le truc de t'es pas à la hauteur de ce qui est proposé sur le marché et de c'est moins bien que ce que les autres font, c'est pas très marrant. Moi, je trouvais juste ça rigolo, donc je me suis dit je vais le mettre en story. Mais ouais, peur de ce qu'on va penser, peur de pas avoir le retour en fait. Parce que c'est ça que j'adore avec le stand-up, c'est qu'on a un retour immédiat. Donc si je fais de la merde, je le sais. Quand t'es sur scène, si tu le fais, personne ne rit, bah tu sais que ce que t'as fait, c'est nul. Ouais. Là, je pourrais avoir fait la meilleure blague du monde ou la pire. Tant que personne me l'a dit, voilà. Et même, tu peux pas savoir avec l'algorithme, tu sais pas. Tu peux avoir fait un truc génial et l'algorithme, il va faire que ça va flopper. Ouais. Alors qu'en fait, c'était génial. Mais ce truc ça, c'est un truc magique, je trouve, justement, de toujours cette communauté de l'école, là, de travailler ensemble. C'est qu'en fait, tu vois que tout le monde se rend compte qu'en fait, c'est les mêmes problématiques chez tout le monde. C'est-à-dire, peu importe ton niveau, il y a toujours ce truc de peur du jugement des collègues, c'est très présent. En fait, les collègues, ils s'en foutent, en vrai. Enfin, tu vois ? Souvent, oui. En fait, ils vont pas passer leur temps à faire pia. Régis a mis une story ce matin. Enfin, ils ont pas le temps. Oui, tu vois ? Ils s'en foutent, ça. Ils passent la story et voilà quoi. Mais oui. Mais donc, quand tu te connectes avec les autres, ça permet de te rendre compte, mais en fait, tout le monde vit le même truc, vas-y, quoi. Et lâcher ce truc du jugement, quelle libération. Hein. Ensuite, il y a 2 ateliers dont j'aurais aimé en savoir plus. Il y a la créativité avec Dena et il y a la salle de gym de l'écriture avec Zora. Est-ce que tu peux m'en parler un peu ? Avec plaisir. Alors Zora, c'est la personne qui a fait le plus de formations dans sa vie que je connaisse. Okay. Au niveau humour, tu vois. Enfin, il y a après plein d'autres trucs parce qu'elle a fait vraiment 1000 formations. On a réfléchi ensemble et elle a proposé de faire une salle de gym. C'est-à-dire qu'elle vient avec tous ses exercices, tout ce qu'elle a emmagasiné là depuis des années et on y va ensemble, quoi. Hop. C'est les squats de l'écriture, tu vois. On va faire des exercices tous ensemble pendant 2h30. Trop bien. Et le cours de créativité ? Créativité, là, c'est Dena qui en parlera le mieux. C'est Dena, point. Tu sais. Non, mais en fait, c'est ce truc avec Dena qu'on parle. C'est pour ça, Dena, moi, je la mets dans le groupe écriture, en fait. Parce que pour moi, donc c'est hyper important qu'on puisse se connecter à plein d'univers et de méthodes différentes. Donc, tu as Lorenzo qui est très architecte de la blague. Les méthodes, c'est vraiment de la chirurgie, quoi. Avec Lorenzo, tu vois, tac, tac, tac. J'ai écrit en partie avec Lorenzo. Enfin, on fait un travail de script édition, on va dire, avec Lorenzo, qui vient juste avoir un autre regard sur mon texte. Et il est très, très fort et il est très juste et très bien. Et je trouve qu'il a cette capacité à te dire que quelque chose que tu as fait n'est pas bien, mais que tu ne te sens pas, toi, pas bien. C'est juste comment on fait pour que ça se soit mieux et que ça vienne de toi. Hein. Quasiment, je ne pense pas qu'il écrit vraiment. C'est juste qu'il m'a dit, là, on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça ? Ah, c'est pas clair, dis ça. Ah, c'est mieux. Ok, mais c'est la même blague. Et moi, j'adore ça parce que c'est mes blagues et je les aime bien. Bah oui. Du coup, il arrive à les mettre en valeur. Donc, voilà. Donc ça, c'est trop bien. Le premier cours, d'ailleurs, est déjà complet avec Lorenzo. Et les autres, ça va pas tarder. Mais donc Zora, salle de gym d'écriture. Et alors Dena, elle est beaucoup plus comme moi, tu vois. C'est-à-dire que nous, on part de l'émotionnel. On va partir de l'émotionnel, on va partir des tripes. C'est hyper intéressant parce que je parle souvent de Dena dans mes cours, de sa manière de travailler. C'est-à-dire qu'elle n'écrit pas. Elle vit les blagues, quoi. Enfin, il y a un truc très incarné, très dans l'émotionnel. Et donc, je me dis, avec tous ces univers mélangés, ça peut être hyper puissant pour les artistes de travailler avec toutes ces personnes. À fond. Franchement, tu me donnes envie de m'inscrire à tous les ateliers. Moi aussi, hein, j'ai choisi chaque personne parce que ça m'a donné envie, quoi. Tu vois, genre le doublage, j'ai réfléchi à comment travailler tout ce qui est voix, respiration, diction, rythme, qui sont pas mes compétences, moi. Et en fait, j'ai rencontré une comédienne fabuleuse par hasard à un dîner avec des copines. La vie, quoi, merci la vie. Et on discute, et elle me dit qu'elle donne des cours de ça au cours Florent, de doublage, et entre autres. Et je dis, mais ça, c'est génial. Parce qu'en fait, en faisant une activité sympathique, tu vois, d'apprendre à faire du doublage, on va descendre l'écran, on va faire dans les vraies conditions, quoi. Là, aux planches, là. En faisant une activité comme le doublage, en même temps, tu perfectionnes ta technique. Je trouve ça génial. À fond. Ouais, je peux dire que c'est génial parce que c'est pas moi, c'est les autres. T'as la même phrase que moi avec le podcast. Ah oui. C'est pour ça que j'ai trop facile à faire la pub du podcast parce que le podcast ne dépend pas de moi, ça dépend des artistes qui sont dedans. Je pense même si quelqu'un me déteste, je pense qu'il peut aimer le podcast parce qu'il y aura quand même le contenu. T'es quand même l'âme du podcast, Régis. Et pour ton spectacle, imagine que c'est le spectacle de ton meilleur pote. Ça sera plus facile. De faire la pub pour le spectacle de mon meilleur pote. Ouais. Okay. Est-ce que d'autres ateliers vont s'ajouter à ceux que tu as déjà ? Alors oui. Et en fait, dans ma tête, il y a 1 milliard d'idées, d'envies, de projets. Mais genre, c'est géant.
Sauf que je peux faire une chose à la fois pour préserver justement toujours ce truc de préserver sa santé pour contribuer au monde, tu vois. Ça, c'est le Ikigai. Donc oui, il y a d'autres projets. On en parlait rapidement hier, mais podcast, c'est dans ma tête. Et évidemment, tu es l'expert, si tu acceptes. On en parlera. Voilà. Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud. Mais c'est marrant que toi, tu me vois comme l'expert du podcast. Ouais, parce que j'adore ton podcast. Je fonctionne au coup de cœur. Mais c'est trop bien. Ouais. Mais d'ailleurs, j'en profite, là, c'est mon petit moment pour moi. Ouais. Mais tu as dit que tu avais beaucoup aimé l'épisode avec ma copine où on fait l'épisode bilan. Oui. Et je pense que je n'ai quasiment pas eu de retour sur ces épisodes. Ah ouais. Parce qu'en fait, les gens ne font pas beaucoup de retours sur les podcasts. C'est comme c'est quelque chose que tu écoutes souvent en faisant autre chose, en voiture. J'ai peu de retours et les retours qu'on fait, on les fait souvent aux invités. Et sur cet épisode-là, je pense qu'il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé, mais qui écoutent un peu tous les épisodes. Mais c'est marrant, je voulais un peu... Tu m'as fait un petit retour sur le fait qu'ils étaient cool. J'ai envie de savoir pourquoi. C'est mon petit moment pour moi. Je sais pas si je le laisserai dans l'épisode, mais... Mais laisse-le, parce que déjà, je trouve ça... En fait, c'est important ce que tu dis pour faire des retours. Je crois que souvent, on n'ose pas faire des retours, tu vois, parce que, en fait, quand on voit les personnes après les plateaux, c'est plus facile. Mais dans les podcasts, on se dit, on va envoyer un message à la personne, on va la déranger. Tu vois, souvent, les gens se disent, on n'ose pas. Donc, invitons les gens à faire des retours sur les podcasteurs et podcasteuses. Même moi, je me dis, tiens, c'est vrai, je pourrais faire ça. Je le fais jamais. Du coup, tu me disais que tu avais bien aimé ces épisodes-là. Oui, alors j'ai adoré ces épisodes parce que déjà, j'adore votre relation. Et en fait, moi, ma passion, c'est de comprendre les cerveaux humains. Et je trouve qu'à vous deux, là, les questions, je ne sais pas si vous les préparez ensemble ou si c'est spontané. Non, en fait, je lui ai justement... pour expliquer aux gens qui n'auraient pas écouté, il y a 2 épisodes où j'ai fait le bilan un peu de... j'ai fait aussi un épisode de bilan de mon expérience au Québec. Et du coup, en fait, moi, je trouve que ça peut être intéressant de partager un peu le bilan de ce que j'ai vécu sur une année. Et du coup, je lui dis un peu les points que je veux aborder. Donc, j'ai fait mon spectacle, j'ai fait le concours, j'ai fait ce truc-là. Est-ce que tu peux me poser des questions où on va aborder ces différentes choses ? Elle prépare de son côté et après on allume le micro et je me retrouve très mal à l'aise à devoir répondre à des questions alors que d'habitude c'est moi qui les pose et après c'est parti quoi. Donc moi j'aime bien le concept mais c'est marrant que tu l'aies aimé aussi. Oui, je l'ai aimé et je l'ai aimé elle. Moi aussi. On a le droit de dire, on peut dire son nom ou pas ? Oui, Adeline. Ah ok. Je sais pas dans quelle mesure tu es privée sur ta vie privée. Je pense que je le dis dans l'épisode. Je pense pas que ce soit un problème. Je vais lui redemander, mais elle a aussi un podcast à elle-même qui s'appelle Et si on profitait de la vie, si vous voulez aller écouter. Ok. Mais moi je l'aime profondément, donc autant dire son nom. Ouais. Parce qu'elle porte aussi un regard super bienveillant sur toi et j'imagine sur les autres êtres humains. Enfin, il y a un truc très d'avoir envie de révéler l'autre et que l'autre se déploie quoi. En fait, elle fait un coaching où elle aide les gens à oser se montrer, oser briller. Et elle travaille sur le système nerveux, en fait, pour aider les gens qui n'osent pas à libérer ça parce que ça reste dans le corps et ils sont coincés. Où ils font de la thérapie pendant des années, mais en fait, le fait de parler, c'est... Dans la tête, ils ont compris, mais dans le corps, c'est pas clair. Exactement. Et du coup, elle fait des formations là-dessus et elle en parle dans un podcast qui s'appelle « Et si on profitait de la vie ». Elle a un Instagram, allez voir ça. Ouais. Et du coup, c'est la personne la plus bienveillante du monde. Et en plus, elle est incroyable. Puis elle est drôle aussi. Elle me fait rire. Moi, c'est la personne qui me fait le plus rire au monde. Donc, dans l'épisode, on parle ensemble. Elle me fait 2 phrases et elle me fait éclater de rire. Et ce que j'adore, c'est qu'elle me fait pas de cadeau. Donc, si je dis un truc que je pense pas vraiment, elle va faire « Mais attends. Ouais. Qu'est-ce que tu dis ? Ouais. Mais c'est pas vrai ça. » Ou par exemple, elle me pousse, comme tu l'as fait un petit peu tout à l'heure, à faire plus de choses sur les réseaux sociaux. Donc dans l'épisode de bilan, elle encourageait les gens à m'envoyer des messages pour dire fais plus de choses sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Salim, qui organise les plateaux Sac à Malice, m'a envoyé un message directement pour me dire ça. Donc j'ai quand même eu des retours. Mais ok, c'est marrant que tu aies eu cet avis sur elle aussi. Ma personne préférée. Maintenant qu'on a parlé des ateliers, j'ai envie qu'on parle, c'est du gala d'ouverture. Ouais. Donc le gala d'ouverture qui se passe le 13 octobre prochain à 20h à l'espace MAG à Bruxelles. Pourquoi on devrait prendre sa place ? Ça, c'est génial parce que Alice... Le jour, elle est arrivée, donc Alice Connard, elle est arrivée l'autre jour en me disant « Alex, il faut faire une vidéo, on voit ta tête. Je te demande pourquoi il faut venir le gala et tu me réponds 3 trucs, tac, 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 et tu mets Fred en premier parce que ça fait venir les gens, tu vois. » C'est le truc des réseaux efficacité. Mais là, je peux en profiter pour répondre plus posément à cette question. Le gala, déjà, c'est un gala d'ouverture et pas de clôture. Tu sais, souvent, on fait des galas en fin d'année. Oui, pour célébrer un peu l'année. Pour célébrer l'année, voilà. Et là, j'avais envie de célébrer le début de l'aventure. Déjà, il y a 8 artistes qui vont se présenter sur scène, avec qui j'ai travaillé.
depuis le mois de février, tu vois, parce qu'on était en projet pilote depuis le mois de février, et qui continue l'aventure. Je suis hyper fière de chaque artiste, mais vraiment, il y a des évolutions qui ont été dingues, et je suis hyper fière de chaque artiste, de chaque univers, de chaque texte qui va être présenté. Donc déjà, il y a ça. Après, c'est présenté par 2 personnes que, pareil, j'aime profondément. Il y a Frédéric Lopez, qui est mon BFF. Enfin, c'est vraiment, non, mais c'est mon meilleur ami aujourd'hui. On a travaillé ensemble, on a vécu 1000 aventures ensemble. Et en fait, il me soutient depuis très longtemps. C'est une personne qui m'a toujours encouragée à trouver ma place. Parce qu'à l'époque, j'ai travaillé avec lui, mais je faisais 1 milliard de métiers différents. On en reparlera si tu veux. Après, oui. Et il a toujours été très, très soutenant, très présent. Et en fait, en vacances cet été, il me dit « Mais vas-y, moi, je le présente ton gala. » Enfin, il était OK. Enfin, c'est très symbolique pour moi qu'il soit là ce soir-là, parce qu'en plus, c'est vraiment la personne qui présente les autres, qui donne de la reconnaissance aux autres de manière impressionnante. Oui. Quand je travaillais avec lui, à la fin des émissions, il avait un mot pour chaque personne de l'équipe, mais il y avait 65 personnes sur les émissions Folie passagère, là, sur laquelle on travaillait. Il avait un mot pour chaque personne, mais chaque personne était valorisée, mais c'était un truc de dingue, quoi. Donc ça, je suis trop contente. Et très, très bon intervieweur. Oui. Moi, j'aime beaucoup ses interviews. Et alors, Mélanie Akari, que j'ai connue grâce au Next Princess of Comedy au Kings, donc il y a un concours. Tu l'as fait, toi, le concours ? Oui, c'est Mélanie qui m'a battue. Donc ça m'a fait rire. Cette année-là ? Cette année-là, ah oui, mince. Mais on avait tous les deux fait... Ça s'est tous les deux très, très bien passé. Et ils ont dû choisir entre les deux. C'est Mélanie qui est passée et c'est super parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc ça m'a fait rire que tu dis... Tu as participé ? Oui, c'est Mélanie qui m'a battue. Oui. Je me souviens quand je t'avais vu aussi au Next Princess. Mais je confonds les années. Au niveau du timing, je suis pas toujours juste. Mais c'est la seule année où j'ai pu y participer parce qu'avant je travaillais le soir, donc je pouvais pas y participer. Okay. Et cette année-ci, ça sera il y en a plusieurs, c'est le mardi. Et moi je vais animer une soirée tous les mardis avec le What the Fun, une soirée test tous les mardis à l'échappée. Ouais. On peut en profiter pour faire la pub au passage. Donc tous les mardis à partir du 30 septembre, donc la soirée test que j'animais avant au réservoir. Tous les mardis aussi, maintenant ça repart à l'échappée, au restaurant, en attendant l'ouverture du Comedy Club. Yes. Ça va être trop bien. Et d'ailleurs, tu conseilles, toi, aux artistes de faire le concours du Next Princess ? Oui. Ouais. Ah oui. À tous les artistes, je ne sais pas. Ouais. Je dirais pas aux toute première scène. Il faut déjà avoir un petit peu d'expérience parce que c'est beaucoup de stress ajouté de par le fait que c'est un concours. Mais il faut le faire. En plus, ça pousse à travailler. Et tout ce qui pousse à travailler, je pense que c'est positif. Ouais. Et puis, il y a plein de gens qui en sont sortis meilleurs. Et dans les retours que j'ai dans le podcast, parce que j'en ai interviewé pas mal qui ont fait le concours, j'ai pas eu beaucoup de retours négatifs dessus. Et que ça leur a tous poussé à travailler, ça leur a fait écrire de nouvelles choses, ça les a sortis de leur zone de confort. Et ça a mis en évidence des talents. Donc, je conseillerais assez bien de le faire. Ouais. Moi, j'adore parce que donc je fais jury là-bas. Et même si les concours, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, enfin le concours en soi, mais j'adore de se retrouver chaque mardi, tu vois, de voir l'évolution. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a une petite synergie qui passe entre les artistes aussi. Il y en a qui se connectent aussi à ce moment-là, qui se rencontrent, non ? Je sais pas. Si, ça arrive, oui. Après, il y a des fois le côté compétition quand même, qui est plus compliqué des fois à gérer. Et le fait, par exemple, je sais pas, on choisit au hasard qui va passer d'abord, ça rajoute un stress. Et moi, tout ce qui rajoute du stress déjà de base, comme je suis quelqu'un de stressé, m'angoisse beaucoup. Okay. Et donc, c'est pour ça que je ne lui conseillerais pas à quelqu'un qui fait ses premières scènes. Si j'avais fait le Next Prince dans mes premières scènes, je pense que je serais décédé sur la scène du Kings et ce serait dommage. Mais parfois, quand tu sais pas, tu stresses pas, tu vois. Tu connais pas, alors tu te dis, je vais voir. Ouais, moi, ça marche pas comme ça. Tout ce qui est inconnu, c'est moi, plus c'est connu, mieux c'est. Okay. J'arrive bien à arriver sur les scènes, bien en avance. Ouais. Ok, la scène, elle est là, le public, il est là, tel truc. Donc, Mélanie Akari, je l'ai connue au Next Princess, qu'elle a gagné merveilleusement. Et c'est une personnalité que j'adore, vraiment. Et je voudrais être sa copine. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Je trouve qu'elle est universelle, quoi. Il y a un truc chez elle, je pense vraiment qu'elle peut avoir une carrière à la Angèle, quoi, tu vois. Ok. Mais dans le stand-up.
Et puis, on va travailler ensemble. Et avec Fred, je pense qu'ils vont faire un duo incroyable. Et alors, la raison qui compte aussi quand même pour ce gars-là, c'est que j'ai fait un prix, enfin, j'ai proposé un tarif libre à partir de 8 € pour que les gens puissent participer en fonction de ce qu'ils peuvent pour pouvoir soutenir le projet, tu vois, en fonction de ce qu'il y aura à la fin. Du coup, ça va peut-être permettre de faire venir des artistes d'ailleurs pour venir donner des masterclass ou d'autres projets, quoi. Donc cet argent-là est reversé à l'école pour créer des projets à l'école, quoi. Et il arrive direct dans l'école, ouais. Okay. Ouais. Trop bien. Et le lien pour réserver votre place sera dans la description de l'épisode. Donc on le rappelle, c'est le 13 octobre à 20h à l'Espace Mag. Au niveau des artistes présents, il y a plein de collègues talentueux que j'aime beaucoup. Il y a Alice Connard, Laetitia Finizio, Arnaud Mertens, Zora, Matteo Siri, Liane et Kevin Beps, qui est le seul que je ne connais pas dans la liste, qu'on ne s'est pas encore croisé. C'est beaucoup de gens que j'aime beaucoup, avec plein de styles différents aussi, ça j'aime bien. Et voilà, ça va être trop bien. Ouais. Ah bah oui, ça va être trop bien. Il y aura une surprise aussi à la fin. Il y a des surprises? Ouais, il y a des surprises, évidemment. Oh, bien joué. Maintenant, je suis curieux. Je joue ce soir-là. Donc je pense que... Bon, alors je te le dirai après l'épisode. Tu me le diras après? Ouais. J'ai des esprits. Alors, en plus des ateliers, donc, tu animes 2 stages. Un sur l'identité artistique que tu vas faire en octobre, les 18 et 19 et 20 octobre. Il reste une place. Et un autre pour se lancer dans le stand-up en décembre, du 10 au 14 décembre. Et là, il reste 3 places. On va commencer par parler de le stage sur l'identité artistique que tu destines à des humoristes qui font déjà du stand-up depuis un moment et qui ont envie de passer à l'étape supérieure. En quoi ça consiste, ce stage-là? Ce stage, c'est vraiment une reconnexion à ton identité artistique. Ça veut dire qui tu es en tant qu'artiste, qui tu as envie d'être. Parce qu'en fait, on a souvent... C'est pour revenir aux bases, quoi, tu vois. Et vraiment la définition de ta singularité, c'est pour pouvoir vraiment travailler sur l'affirmation de soi. C'est en fait, plus tu fais du stand-up, plus tu vas avoir des gens qui vont te faire des retours, des propositions. Et puis à un moment, tu peux être complètement perdu tu sais plus très bien, je suis qui, je fais quoi, j'essaie ça. Ou je me dis, cette personne, elle fait comme si, je vais essayer de faire comme cette personne-là. Tu sais, à un moment, on disait qu'il y en avait beaucoup qui imitaient Blanche Gardin, tu vois. Oui, on dit beaucoup. C'est un retour qu'on fait souvent aux gens, c'est très Roman Frécinet. Voilà. Ouais. Mais donc là, le travail, ça va être vraiment de reconnaître ses forces, ses talents, tu vois. Parce que, par exemple, des act-out, par des exercices que je fais faire, on se rend compte, en fait, de ses talents naturels. L'act-out, parfois, on se rend compte qu'en fait, c'est complètement naturel, mais qu'on n'a pas osé encore l'expérimenter. Donc, ça, de prendre conscience de ses talents pour mettre son temps et son énergie au service de ses talents, et pas au service de ce qui est très éloigné de soi. C'est un peu ce truc à l'école, on t'apprend à être bon dans toutes les matières. Et du coup, tu mets beaucoup d'énergie à combler tes manques, par exemple en ce qui me concerne en mathématiques. Pareil. Et en fait, là, dans la pédagogie, l'idée, c'est vraiment de mettre du temps et de l'énergie sur ce que tu fais simplement, facilement, dans la joie. Comme ça, tu vois, si tout le monde met du temps et de son énergie au service de ses talents naturels, en fait, de ses talents innés, et qu'on contribue au monde avec ses propres talents, c'est comme ça qu'on crée une communauté qui fonctionne, quoi. Et ça se passe en travail collectif? Ouais. Ok, sur place, aux planches aussi? C'est aux planches, oui. On n'a pas encore parlé un petit peu de ce qu'étaient les planches. Ah oui, c'est vrai. Mais tu peux peut-être juste en toucher un petit mot pour expliquer les planches? Oui, avec plaisir. Désolé, j'ai beaucoup de questions. Ouais, non, c'est cool. Les planches, c'est un lieu qu'on a créé il y a 3 ans avec mon amoureux, Joël Franca, qui est un lieu... Aujourd'hui, c'est essentiellement un bar-resto où les gens viennent faire la fête. C'était des anniversaires et ça fonctionne très bien à ce niveau-là, jeudi, vendredi, samedi. Mais on aurait aimé en fait créer un lieu beaucoup plus culturel, tu vois, de proposer beaucoup plus de spectacles, de propositions artistiques. Donc on a par chance le What the Fun un jeudi par mois présenté par Lorenzo Mancini. Mais pour l'instant, on n'a pas encore développé cette partie-là parce que comme on travaille tous les deux à côté, ça demande beaucoup d'énergie de développer des projets. Ça en développe déjà pas mal. Cette partie-là aux planches, elle n'est pas encore développée, mais du coup, j'en profite, moi, parce que je donne pas mal de mes cours là-bas, entre là et le Kings. Voilà. Okay. Donc, les stages, ça se passe là-bas, travail collectif, mais il y a une prépa à faire en amont, qui est pas mal d'introspection quand même. Donc, c'est d'être prêt à ça. Et après, c'est que du travail au plateau, prise de conscience. C'est un aller-retour entre le plateau et la table. Et ça, tu vas en refaire? Je ne sais pas. C'est la question. Je vais voir. Ok, ça m'intéresse de m'inscrire. Ouais, ça dépendra de comment l'école va évoluer en fait. Après, tu as un autre atelier
qui s'adresse cette fois à un public qui rêve de faire du stand-up et qui a besoin d'avoir les bases. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes dans ce stage-là ? Donc, le stage d'identité artistique, c'est 3 jours. Et celui-là, c'est 5 jours. Ok. Et en fait, je travaille avec la même méthode. C'est-à-dire que... Parce que moi, je pars vraiment de qui tu es, quoi. Vraiment de ton personnage scénique. Sauf que dans le stage de 5 jours pour avoir les bases, je travaille aussi sur c'est quoi les méthodes d'écriture. Enfin, les bases, en fait. Que c'est OK si tu n'as jamais fait de stand-up de ta vie, de venir t'inscrire à ces 5 jours-là. Mais j'ai des artistes qui en faisaient déjà depuis 1 an, 2 ans, qui ont participé quand même au stage de 5 jours et ça se met très bien, tu vois, ça fonctionnait très bien. Mais on va un peu plus loin, c'est un peu plus poussé dans le stage de 5 jours. Et pourquoi je fonctionne comme ça aussi, tu vois, je suis plus axée sur qui tu es en tant qu'artiste, pourquoi tu montes sur scène, qu'est-ce que tu as envie de raconter. Parce que c'est un des espèces de restes de l'école où on formate les gens. Même dans les écoles artistiques, parfois, tu peux te rendre compte qu'en fait, en bout de course, les gens sont un peu formatés. C'est vraiment partir dès le départ de t'es qui, c'est quoi le stand-up pour toi, pour que ça soit justement du déformatage et que chacun choisisse un peu là où elle a envie d'aller, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Mais en vrai, tout à l'heure, je te disais que j'avais travaillé l'écriture avec Lorenzo. Ouais. Et en vrai, j'avais fait d'abord une session avec Dan Gagnon. Et au final, j'étais venu pour des blagues. Et on a plus parlé de qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux proposer, pourquoi tu fais du stand-up. Et du coup, c'était hyper intéressant, mais j'avais besoin d'avoir d'abord cette étape-là avant de passer à l'étape de concrètement les blagues, ce que tu as écrites, quoi. Et du coup, les deux étaient hyper intéressants, mais dans deux domaines complètement séparés, mais tous les deux également importants, quoi. Ouais. Ok. Ouais, moi, je suis plus team Dan Gagnon, alors. Ça m'amuse moins, si tu veux, les méthodes. Les méthodes, ça m'amuse moins. C'est des maths. Ouais, je préfère la psycho et la philo. Est-ce que, au niveau de ton actualité, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié de mentionner ? Non, il y a plein de choses qui vont arriver, mais petit à petit. Ça va. Ouais. Tu peux pas trop en parler déjà maintenant. Non, mais c'est juste que j'ai déjà jeté bien le sac à dos par-dessus le mur et tu vois, là maintenant, c'est allez, on y va, on organise, on coordonne tout ça. Et pour la suite, tranquille, ça va venir, mais petit à petit. Mais ouais, j'ai plein de plans. On va maintenant revenir un peu sur toi, comment t'es arrivé à proposer ces stages-là. Donc on va revenir sur ton parcours, sur toi, parce que tu sais dans le podcast, moi j'aime remonter le temps. Donc toi tu es né le 21 mai 1980. Désolé, je n'ai pas trouvé le lieu. À Uccle. À Uccle. À Bruxelles. Alors j'ai envie de savoir, est-ce qu'enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle, ou en tout cas quelqu'un pour qui l'humour c'était important ? Alors enfant, moi je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Ok. 3 filles, 2 garçons. 5 enfants aussi. Ah ouais ? Oui. Et t'es quel numéro ? Je suis le 3e, 4 garçons, 1 fille. Ok. Est-ce que j'étais quelqu'un de drôle ? J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. J'ai des souvenirs de... Je peux pas dire si j'étais drôle, j'en sais rien. Faudrait demander à mes copines de l'époque. En tout cas, je sais que j'imitais le sketch des Inconnus. Ça, je connaissais tout par cœur, toutes les chansons. Ça, je m'en souviens, si c'est en lien avec l'humour. Mais sinon, j'étais... une petite fille sage qui organisait déjà beaucoup de jeux pour les gamins du quartier. J'adorais ça. Je faisais des jeux de piste. Tu vois ce que c'est, jeux de piste sel, sucre. Sel, tu vas à gauche, sucre, tu vas à droite. Tu connais pas. Non, mais dis comme ça, c'est après, tu découvres des petits papiers, tu as des épreuves, des trucs. C'est les jeux de piste dans le quartier, quoi. Tu vois. Ok, jamais entendu. Ah, t'as jamais entendu ça ? Non, sel, sucre, tu m'as perdu. Parce qu'il fallait goûter, comme ça se ressemble. Ok, d'accord. Est-ce que tes proches sont des gens drôles ? Est-ce que tes frères et sœurs, tes parents sont des gens drôles ? Je pense qu'on s'amuse bien, mais comme je dirais plus que l'ambiance à la maison, c'était le feu, quoi. Tu vois, on était beaucoup, hein, donc c'était dans tous les sens. C'était beaucoup d'énergie, quoi. Mais un feu positif ? Oui, très positif. Okay. Ouais, moi, je suis sur un feu aussi, mais un feu qui brûle un peu, quoi. Okay. Ah oui. Non, c'était un feu joyeux. Mais l'humour, en fait, moi, c'est arrivé super tard dans ma vie. Enfin, ça faisait partie de la vie, tu vois, mais c'était pas un truc, une évidence de... Je vais travailler là-dedans un jour, quoi. Okay. Pas du tout. C'était pas un besoin que tu avais de faire rire, d'entendre des histoires drôles, de consommer des... Pas du tout. D'ailleurs, est-ce que tu regardais des spectacles d'humour à la télé ou t'allais en voir ? Pas du tout. Rien du tout. Mais je vais te raconter comment je suis arrivée là. Oh. C'est grâce à Vizorek. Grâce à Alex Vizorek. Ah, c'est lui qui a conseillé les stages. Les stages ? Le stage de 3 semaines à Paris, au cours Florence, c'est Non, c'est un autre copain. C'est un autre copain. Ouais, okay. C'est un autre copain. Tu es au courant de cette histoire ? J'ai tout écouté, j'ai tout cherché. Je sais plein de choses. Mais c'est parce que j'ai des petits trucs avant qu'on arrive à ça. Est-ce que à l'adolescence, tu as fait du théâtre, de la scène, de l'improvisation ? Oui, j'ai fait un peu de théâtre, un peu d'impro. Et j'ai fait un peu de danse. Et j'ai fait un peu de théâtre. Et j'ai fait un peu de danse. Et j'ai fait un peu de théâtre. 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 Et j'ai fait un peu
mais vraiment pour le fun, quoi. C'était pas du tout une carrière envisageable, quoi. Non, je voulais être professeur de français. Ouais. C'est tout. Et ça, je pense que c'est dès la 2e secondaire, parce qu'il y a une prof qui te marque beaucoup, parce qu'elle t'a donné envie de faire ce métier, parce qu'elle t'a inculqué le sens critique. L'esprit critique, ouais. Truc de fou. Comment tu sais ça? J'ai cherché. Madame Ordiz. Mais c'est elle qui t'a poussé à faire l'agrégation donc en philologie romane à l'université de Louvain. Exact. Donc tu es diplômée en 2004. Pourquoi prof? Mais c'est vraiment, je voulais être Madame Ordiz. En 2e humanité. Mais elle avait fait ce truc de cette pub. On avait analysé une pub du loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et elle a juste dit, oui, 100% des perdants aussi. Et là, ça a allumé un truc dans ma tête. J'étais là, waouh. J'étais fan de cette femme. Je sais pas, il y a un truc. J'ai complètement fan d'elle. Et donc, je me suis dit, je veux être elle. Ma grand-mère disait, c'est un très bon métier pour une femme, professeure de français. C'est un très bon métier pour une femme. Et donc, j'y suis allée, tu vois, tout droit. Je me pose pas de questions. En fait, je me posais pas de questions. Je suis là, ok, c'est ça. Let's go. Puis j'arrive au stage, donc déjà timide maladive. Moi, je viens vraiment de loin, c'est-à-dire que j'étais incapable, je te promets, encore maintenant. Le téléphone, j'ai vraiment du mal, mais à l'époque, c'était, je devais écrire tout ce que j'allais dire sur un papier. Donc imagine. Je fais la même chose. Ah oui. Mais je le fais encore maintenant. Maintenant, ça va mieux, mais je déteste. Une des catégories de personnes que je hais, c'est les gens qui t'appellent pour te dire un truc qu'ils auraient pu dire en un SMS. Ouais. Après, les gens que je connais, ça va. C'est appeler des gens que je connais pas, genre faire une réservation au restaurant. Oui. Au secours. Si je peux éviter, je le fais. S'il y a l'option mail et téléphone, le mail est choisi directement. Il n'y a jamais l'option. Même si je m'envisage même pas le téléphone, quoi. Et j'écris mon petit texte avant. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai arrêté de le faire, ça, mais c'est grâce à... Tu vois qui c'est la chanteuse Romane Cerda? Non. C'était la femme de Renaud il y a très longtemps. Ok. Et en fait, quand je travaillais chez Juste pour Rire, au tout début, mon boss me demande d'appeler tout son répertoire. Il n'y avait que des grosses stars, tu vois, pour les inviter à la projection de son film. Et là, j'étais là, ok, soit je démissionne, soit j'interprète un rôle de secrétaire. Okay. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'appelle Romane Cerda, qui était hyper adorable, qui était encore plus timide que moi. Et je me suis dit, ok, si elle est comme ça, c'est bon. Enfin, ça veut dire que tout le monde, on est tous pareils, quoi. On a tous peur, quoi. Ouais, tout le monde a peur. Et donc maintenant, j'ose téléphoner sans écrire sur un papier. Mais donc, on revient sur l'envie d'être professeur. Oui, l'envie d'être toi, prof. de base, timide, maladive. Oui. Tu veux faire prof pour ressembler à ta professeure. Madame Ordiz. À Madame Ordiz. Voilà. Et tu fais tes stages pour l'agrégation. Oui. Et là, comment ça se passe? Là, Cata, en même temps, je pars faire les cours Florent, ils font 3 semaines de stage aussi. Et c'est un copain avec qui j'avais fait un voyage en Inde qui m'a dit, viens, il était à Florent lui à ce moment-là, viens, ça va te faire du bien pour ta timidité dans les cours, tu vois. Donc je faisais ça en parallèle. Et il y avait vraiment ce truc dans les stages, j'ai l'impression que je dois formater des gens. Et le théâtre, je découvrais un monde. Mais c'était genre, truc de fou, quoi. Ouais, ça a été une révélation. À quel niveau? J'avais l'impression de découvrir la vie. Ok. C'était vraiment... Mais j'ai vraiment de la petite fille sage qui travaillait bien à l'école, qui faisait prof de français, tout. Et puis tout d'un coup, j'arrive à Florent, à Paris, pour 3 semaines. Et là, je sais pas, je découvre un monde, quoi. Trop bien. Mais après les 3 semaines, tu passes un examen pour t'inscrire pour la première année. Que tu réussis. Ouais, comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui. Et après, tu as dû négocier avec tes parents pour dire je vais faire 1 an là-bas. Exactement. Comment ça a été pris? Au début, ils n'étaient pas très d'accord. Et puis en fait, j'ai dit je le fais quand même. Et puis, ils sont venus voir le spectacle de fin d'année, de première année. Et en fait, ils ont trouvé ça merveilleux. Ah, trop bien. Ouais. Mais tu sais, quand elle est née, tu dois un peu casser toutes les portes. Tes parents, ils reproduisent un peu ce que leurs parents leur ont enseigné, transmis. Et en fait, donc moi, j'ai un peu cassé les portes. Mes parents ont vraiment beaucoup, beaucoup grandi en même temps que nous, tu vois, leurs enfants, quoi. Et c'est des personnes merveilleuses. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc là, tu fais... C'est 3 années, les études? Ouais, j'ai fait 3 ans à Florent. Je me suis vraiment bien amusée. En fait, comme la pédagogie m'intéressait toujours, il y a ma professeure de 3e année qui s'appelle Antonia Malinova qui m'a proposé d'être son assistante pendant 1 année. Et donc, c'est comme ça qu'on te transmet un peu la pédagogie là-bas. Et dans cette classe, il y avait Alex Vizorek. Et c'est lui, en fait, qui m'a... Parce que moi, j'étais très théâtre à la base. Et tu sais, les gens du théâtre, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais on regardait un peu l'humour de loin.
Ouais. C'était un peu... Ouais, tu vois ? toi, tu dis de loin, moi, je dirais de haut. Il y a un peu ce côté, on est mieux que vous. Bah moi, c'était plutôt de loin. Et aujourd'hui, je regarde le théâtre de loin. Tu vois, c'est différent. Mais donc, c'est Alex Vizorek qui, à l'époque, m'a présenté Gilles Morin, qui avait co-créé le Kings avec Cédric. Et c'est lui, en fait, qui m'a dit un jour, il y a le directeur artistique de Juste pour Rire qui cherche une assistante, ça t'intéresse ? J'ai fait, bon... Je veux bien le rencontrer, tu vois. Je le rencontre, on parle pendant 2 heures. Il me dit, tu peux commencer cet après-midi ? Je lui dis, cet après-midi, non, je travaille, mais demain, je suis là. Wow. Et voilà, Juste pour Rire. Mais juste avant ça... Ah oui, pardon. Non, t'inquiète. C'est pour moi pas perdre dans ma chronologie. Mais en parallèle des cours Florent, tu montes toi-même sur scène, dans les cafés-théâtres, dans les comédie-clubs parisiens, comme le Paname, le Club Kibélé, le Pranzo. Alors, si mes recherches sont bonnes, tu incarnais le personnage d'Hortense. Wow. Et tu avais aussi un spectacle avec Émilie Gac et Tania Dutel. Yes. Est-ce que tu T'as le nom de notre crew ou pas ? Je l'ai dans mes recherches, mais je ne l'ai pas noté dessus. Je vais le balancer, gros dossier. Oui, donc j'ai fait... En fait, à Florent, j'étais avec la clique Pierre M. Barré, Guillaume Meurice et tout ça. Oh, wow. Pierre M, c'était mon super poteau et on a écrit un spectacle ensemble. Oh, wow. C'était un moment méga kiffant. On se retrouvait aux petites indécises, on écrivait là-bas, c'était génial. Et donc oui, j'ai fait de la scène. J'aimais pas ça. C'est-à-dire que c'était pas du tout mon espace, mais je suis contente de l'avoir fait quand même parce qu'au moins je sais ce que vous vivez. Ouais, t'as le ressenti. Oui, je sais ce que vous vivez, mais c'est vraiment pas mon espace. Et à l'époque, effectivement, c'était en 2010, je crois. Ouais, 2010, ah yes, ouais. Je me suis pas gourée. Et avec Tania, que je connais donc depuis 2010, qui mon amour de femme. En fait, c'est génial avec Tania parce que notre amitié, on est passé par plein d'étapes toutes les deux et l'amitié est toujours intacte comme au début. C'est génial. Et Tania, qui est une ancienne invitée du podcast également, si vous l'allez écouter, et qui est une humoriste énormément talentueuse. J'adore ce qu'elle fait. Ouais. Bah alors moi, encore plus que toi. J'adore qui elle est et ce qu'elle fait aussi, bien sûr. Mais donc on a commencé, on avait monté un petit crew de meufs avec Émilie Gac et ça s'appelait Le Gang des culottes. Ok. Mon Dieu. Ouais. Voilà, gros dos. Voilà, j'ai balancé. Mais donc, tu n'as pas poursuivi la scène pour toi ? T'as pas eu cette drogue de la scène ? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. À cause du stress, à cause de... Ouais, le stress et puis... je sais pas, c'est pas mon espace. Tu sens quand t'es à ta place, tu vois. Ouais. C'était pas du tout mon espace. Et en plus, en commençant à travailler chez Juste pour Rire, à l'époque, c'était... femme, humour, on était là, on te produit en fait. Et moi j'étais là, non, je ne veux pas. Je voulais vraiment pas. Non. Ok, d'accord. C'était pas du tout... Bah, quand tu n'es pas à ta place, tu le sens. Mais t'as pas eu ce truc d'entendre les gens rire à ce que toi tu dis et te dire c'est la meilleure chose au monde ? Non. Ok. J'ai pas eu ça. Mais attends, c'est bien. C'est parce que moi, je n'arrive pas à croire que c'est possible. Ouais. J'ai pas ça. En revanche, quand je suis spectatrice et que j'entends tous les rires dans une salle, mais là, c'est le meilleur truc au monde, je peux pleurer, tu vois. D'émotion, de voir ce partage d'humanité dans une salle. Spectatrice, c'est ma place. Vraiment. Ouais. Bah, tant mieux. La difficulté, c'est de trouver sa place. Donc tu sais déjà ça, c'est pas pour toi. Ouais. C'est déjà très bien. Faut expérimenter pour savoir. Mais donc, tu l'as dit, tu rencontres un producteur de Juste pour Rire. Qu'est-ce que tu as fait pour Juste pour Rire ? Alors j'ai commencé, donc j'étais l'assistante du directeur artistique et comme il était très occupé par ses projets professionnels, j'allais voir beaucoup de spectacles le soir. Trop bien. Et je faisais des comptes rendus et ça c'était génial. Oui, si quelqu'un veut m'engager pour faire ça, quand vous voulez. Mais en fait, ça n'existe plus vraiment maintenant depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Oui, bon, ça va. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc en fait, c'était génial. On pouvait aller voir tout. J'allais voir 3 spectacles par soir, c'était fabuleux. Donc en fait, je suis devenue un peu leur tête chercheuse, ils appelaient ça. Et ça, donc je faisais des comptes rendus pour soit les signer en prod, soit programmation au Festival de Montréal, soit programmation au Théâtre de 10 heures. Chez Juste pour Rire, c'était ça. Mais je lui dois beaucoup parce qu'il m'a dit cette phrase qui m'a marquée pour toute la vie, c'est « Toi, tu as du talent à repérer les talents ». Et en fait, à partir de là, il m'a donné une légitimité qui m'a permis d'écouter mon intuition. Et en fait, à l'époque où j'avais programmé les Fizz Monkey, qui était un duo de batteurs au Festival de Montréal. Ça a été un carton dans le festival. Et du coup, ils ont dit « Alex, tu nous as fait vivre notre meilleure vie, etc. » Je l'avoue, m'avait fait vivre ma meilleure vie parce que tout d'un coup,
C'est un peu c'est de la chance. Pour moi, c'est de la chance, tu vois. J'ai aimé le spectacle, je me suis dit peut-être d'autres gens vont aimer, mais c'était les tout débuts, tu vois. Pour moi, c'est vraiment de la chance. C'est pas du tout une expertise, quoi. Mais grâce à ça, ça a fait que je me suis donné de la légitimité, en tout cas au niveau de mon intuition. Est-ce que tu te rappelles d'artistes comme ça que toi, tu as mis en avant? Tu t'es dit, faut miser sur lui? Alban Ivanov. La première fois que je l'ai vu, je me souviendrai toujours. J'étais vraiment là, mais waouh! Le monde doit connaître Alban Ivanov. Et alors, il y en a un autre aussi, c'est Vincent de Dienne. Oui, oh waouh! Il avait écrit des mails à toutes les boîtes de production, je crois. Et ça arrivait chez moi, du coup, chez Juste pour Rire. Et son mail était tellement génial, mais tellement extraordinaire que à l'époque, c'était Luce Roson, la boss de Juste pour Rire, que je lui en parle et je lui dis il faut trop qu'on lui fasse un showcase au 10h, ce mail est dingue. Et donc finalement ça s'est fait et toutes les boîtes de prod de Paris ont eu envie de le signer, quoi. Donc il a pu choisir, il a choisi Ruquier, mais je me souviens aussi de ce mail. Tu te dis en fait waouh. Oui, parce que maintenant tu dis Vincent de Dienne. Oui. Fils, oui. Après, j'ai vu que tu étais allé au Festival Juste pour Rire à Montréal avec Greg Romano et Verino. Trop stylé déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu aimais dans ce job et qu'est-ce que tu n'aimais pas? Parce que tu as arrêté de le faire. Ouais, j'ai adoré cette période. C'est vraiment Je travaillais avec les Québécois déjà. Ça, c'était François Simard, Christian Viau, au tout début, tu vois. Ça, c'était les tout premiers avec qui j'ai travaillé. Et c'était génial parce que déjà, je pouvais organiser les soirées de programmation, tu vois. C'est-à-dire que les artistes venaient au théâtre de 10h, les Québécois validaient un peu les choix que je leur proposais. Et puis les voyages là-bas, ça, j'ai adoré aussi. C'était génial, la vie là-bas. Je pourrais vivre là-bas, je crois. J'aimerais vivre là-bas pendant quelques mois, un jour dans ma vie. J'ai adoré cette ville. Je le conseille. Et puis les rencontres là-bas à l'époque, j'avais hyper connecté à ce moment-là avec Adib Al-Khalideh, qui est pour moi un dieu du stand-up. Moi, c'est mon humoriste numéro 1. Okay. C'est un dieu, c'est fabuleux. Ouais. Moi, tout ce qu'il dit me passionne. J'ai écouté des podcasts de lui qui parlent de hockey alors que complètement, je veux l'entendre parler. Je veux l'entendre parler de tout. Je sais pas si tu vois son 30 minutes sur Netflix? Non. Tu l'as pas vu? Je crois pas. Ah, dans les humoristes du monde, il fait un 30 minutes sur Netflix. Oui, les humoristes du monde, j'ai vu. Ok. Ben moi, c'est mon passage de stand-up préféré tout court. Au monde. Ouais. Je le regarde au moins une fois par mois, je pense. Et je sais pas, je suis ému, c'est beau, c'est bien fait, c'est le stand-up parfait pour moi. Je le conseille à tout le monde. Ben, il est invité dans le podcast aussi. Toujours choqué de l'avoir eu. Mais c'est ça que quand je l'ai vu, et je l'ai noté, que tu l'avais programmé au théâtre de 10h en 2013. Ouais. J'étais là, oh waouh, ça c'est la vision. Parce que l'avoir maintenant, de dire qu'il est trop fort, bah oui, c'est évident. Ouais. Mais l'avoir en 2013, moins. De remarquer ça déjà. Ah bah ça se voyait déjà. Hein. Vraiment, c'était déjà très 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 fort. Hein. Avec son premier spectacle, Je t'aime, qui est sur YouTube. Il y a son deuxième spectacle, Ingénu, et il y a son troisième spectacle, Québécois Tabarnak, et Députés des voleurs, qui sont sur YouTube, qui sont tous incroyables. Est-ce que j'ai fait assez la pub d'Adib Al-Khalideh? Je crois. Enfin, tu peux encore. Hein. Ouais, je peux. Moi, je peux faire un épisode complet. C'est juste Régis complimente Adib Al-Khalideh pendant 2 heures. Ouais. Mais trop bien. En parallèle, tu as été coach en prise de parole en public avec des projets comme Eloquentia Saint-Denis et les Boost Talk. Oui. Comment ça se passe, ce genre de coaching? Eloquentia, moi j'étais la prof de théâtre. Tu vois, on était toute une équipe. Il y a un documentaire d'ailleurs là-dessus qui s'appelle À voix haute, qui raconte assez bien le projet. J'étais la prof de théâtre, donc je travaillais beaucoup l'impro à ce moment-là. Je faisais quand même des exercices d'introspection, je me rappelle. C'était en fait les prémices, si tu veux, du travail que je fais sur l'identité artistique à ce moment-là. Et c'est là que j'ai connu Sophia Bellabès. C'était à Eloquentia. Ah ok, ouais. Ça remonte jusque ouais, ça remonte jusque-là, qui était déjà extrêmement drôle du temps d'Eloquentia. Elle a vraiment le vis comica, quoi. Et que j'ai retrouvé, je crois, 5 ans plus tard, pour travailler avec elle aujourd'hui. Ouais. Trop bien. Après, tu as travaillé en freelance comme assistante de direction et coordinatrice artistique chez Adenium TV France, mais aussi dans la programmation et coordination artistique pour les émissions télé humour. Qu'est-ce que tu faisais concrètement? Adenium, c'est la boîte de Frédéric Lopez. Voilà. Fred, je l'ai connu
quand j'ai travaillé encore chez Juste pour rire, et on produisait le spectacle d'Isabelle Vitari à l'époque, qui est une de ses amies. Et donc, on s'est retrouvés à la fin du spectacle, et lui devait aller reprendre la place de l'émission de 11h sur France Inter. Je ne sais plus qui y avait avant. Et en fait, il connaissait aucun humoriste. Donc, Isabelle Vitari lui dit, demande à Alex. Elle connaît tous les humoristes de Paris, vu que moi, j'allais voir tous les spectacles. Et donc, je lui ai fait sa programmation pour France Inter. Et donc, j'en ai profité pour placer tous les copains. Barré, Meurice, Vizorek, enfin, tu vois, toute la clique, là. Oh, c'est toi qui es à l'origine de France Inter. De la connexion, ouais. Après, c'est eux qui ont fait le taf, mais... Moi, j'aime bien, j'ai l'impression de notre histoire de l'humour. J'aime bien. Ouais. C'était la petite connexion à ce moment-là. Et du coup, avec Fred, on est restés proches. Et il m'a rappelé en disant, je vais avec tous tes copains là, on va faire une émission télé maintenant. Viens travailler avec nous. Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, je sais pas. Enfin, tu vois, je veux bien faire nounou. Enfin, tu vois, la légitimité, elle n'était pas encore au top à ce moment-là. On passe une semaine, un été à travailler sur le projet de l'émission. Elle se met pas en place tout de suite. Mais Fred me dit, écoute, mon assistante part sur un tournage pendant 3 mois. Ça te dit de la remplacer. Pendant ce temps-là, comme ça, on peut déjà travailler sur le projet pour l'année prochaine. Et tout ça. Et je fais OK. Donc, en fait, mon taf, c'était assistante, collaboratrice. Je sais pas, tu l'appelles comme tu veux, mais on était H24 connectés, quoi. J'ai beaucoup travaillé parce que Frédéric travaille beaucoup. Mais c'était génial. Hein. Et après, sur les programmations et coordinations artistiques, sur les galas télé, ça, en fait, j'ai travaillé à l'époque pour Christophe Meillan, qui avait Oulala Productions, enfin, qui a toujours d'ailleurs, qui faisait énormément de galas télé pour Comédie Plus. Et donc, ça, c'est de la coordination artistique. Ça veut dire qu'en fait, tu gères tout ce qui concerne les artistes. Tu travailles à la fois sur le choix des artistes, c'est les chaînes qui choisissent, les producteurs, mais t'accompagnes dans cette démarche d'appeler les artistes, tu vois, pour les programmer. Tu proposes aussi des gens. Et après, la coordination, tu gères tout, des contrats avec le pôle production, au texte, avec le pôle production artistique. Enfin, tu vois, tu coordonnes tout le projet. Je suis impressionné de tous les postes que tu as eus, quoi. Et ça, je me suis bien amusée. J'ai travaillé sur plein de projets. Sur des gros shows avec Jamel, avec Drucker. Et après, j'ai travaillé aussi beaucoup avec Arnaud Chotard, que j'adore, qui accompagne des projets grandioses. Par exemple, il a accompagné Fari et Panayotis. Tu vois ce que c'est, leur émission là qu'ils ont? Oui, les Loups-garous. Ouais. Ok. Ça, c'est Arnaud Chotard. 60, oui. de Ken Kojandi. Ça, c'est Arnaud Chotard aussi. Ok. Voilà. Trop bien. Comment tu décrirais ton expérience en télévision? Qu'est-ce que t'aimais, qu'est-ce que t'aimais pas? Ça va être un peu les mêmes questions, mais je suis un peu curieux de... Non, c'est OK. La télévision, ce que j'aimais, c'est beaucoup de mouvements, de rencontres, c'est différent tous les jours. Ça, c'est très chouette comme travail. Ce que je n'aimais pas, on prend pas beaucoup de risques, tu vois. On reste dans ce qu'on connaît. Oui, ça, c'est ce que j'aime pas à la télévision. Je comprends. Via ton expérience à la télé, tu rencontres 2 personnes qui ont beaucoup d'importance dans ton parcours. Il y a Frédéric Lopez, qu'on a mentionné juste avant, qui animera, je crois, le gala le 13 octobre prochain à 20h à l'Espace Mag. Mais aussi, tu rencontres Noémie Delattre, qui a eu beaucoup d'importance parce que tu as travaillé avec elle sur son spectacle sur le féminisme. Tu lui as dit, je vais travailler sur ton spectacle, est-ce que tu veux venir avec moi pendant mon voyage en Inde? Et qu'est-ce qui se passe? C'est génial, t'es au camp de ma vie alors qu'on ne se connaît pas. C'est très bizarre. C'est beaucoup d'humoristes que je fais mal à l'aise. Oui, c'est très bizarre. Quand je les interviewe, parce que je connais beaucoup de choses sur eux. T'es un stalker. Je suis un stalker pendant pas longtemps et après, j'oublie les infos. Ok. Mais c'est Yacine et Dedo qui disaient ça, que chez moi, ça doit ressembler à un tableau de serial killer avec des flèches et des trucs de fil rouge. Oui, et je suis sûre. Et que heureusement que je fais ça pour le bien. C'est ce que disait Dedo, que je fais ça pour aider et pour mettre en avant les artistes. Génial. Ouais. Donc Noémie, je l'ai connue dans le cadre de l'émission de Fred, justement, Folie Passagère, là, dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment une émission où il y avait toute une bande d'humoristes. On s'est bien amusé. Ça n'a pas été un succès télé, mais on s'est bien amusé à la faire. Vraiment, c'était très chouette. Et en fait, un jour, Fred, il me demande-lui son adresse pour pouvoir lui envoyer un cadeau parce qu'elle venait d'avoir un petit garçon. Donc, je lui demande son adresse, elle me répond. Et en fait, je lui dis, non, mais ça, c'est mon adresse. Elle fait, non, c'est mon adresse. Et on se rend compte qu'en fait, elle habite au 10e étage et j'habite au 9e. Ah, ok. Donc, on était voisines. Trop bon. Donc, on a déjà connecté par le travail avec Frédéric Lopez, mais aussi parce qu'on est voisines. Donc, on passait pas mal de temps ensemble. Et en fait, c'était une période où elle se posait des questions sur ce qu'elle allait faire comme projet par la suite. Et en fait, autour d'un café, tout d'un coup, je lui dis, mais pourquoi tu n'écris pas un spectacle sur le féminisme? Je pars en Inde dans une semaine, viens avec moi, on fait ça là-bas, tu vois.
Et elle me fait OK. Et donc ça, c'était notre collaboration. Elle était, je sais pas, c'est pour ça qu'on a trouvé le mot, en fait, on m'a appelé impresariat, parce que c'était une collaboration à différents niveaux. C'est-à-dire artistique, franchement, on avait des discussions, mais Noémie, elle a besoin de personne, tu vois, elle est vraiment très talentueuse. Mais après, son spectacle, elle l'a fait mettre en scène par 50 metteurs en scène et metteuses en scène. C'est fabuleux, ça aussi, tu vois. 50 répétitions, avec chaque fois un metteur en scène ou une metteuse en scène. C'était génial, c'était méga intéressant. Tu m'aurais dit déjà 5, j'étais impressionné. Non, 50. Ouais, elle est extraordinaire. Et donc, cette collaboration-là, on est toujours très amis aujourd'hui. On a de nouveau collaboré ensemble l'année dernière, tu vois, sur un autre sujet. Mais c'est une amitié pour toute la vie, à mon avis, qui te porte. C'est vraiment une femme extrêmement brillante. Et elle m'a donné énormément confiance en moi. C'est via elle que tu as découvert un peu ce métier de révélatrice de talent, quoi. Oui, parce qu'elle dit que j'ai changé sa vie. Et moi, je dis juste non, mais en fait, c'était devant ton nez. Mais en fait, révélatrice de talent, oui, c'est comme. À un moment, je disais ça comme mon travail, c'était ça, révélatrice de talent. Mais souvent, les gens, ils voient pas parce que tu vois, c'est juste devant leur nez. Donc les gens voient pas. Oui, c'est une évidence pour tout le monde, mais pas pour toi, quoi. Ouais. Parce que tu le vois pas, ou parce que tu as juste peur, ou parce que il y a plein de choses qui t'empêchent de le voir. C'est ça. Mais pour toi, c'était évident, quoi. Ouais. Ok. Mais ça, c'est quelque chose que tu as gardé, de vouloir aider les gens à voir ça? Oui, je sais pas si les aider, c'est le meilleur mot, mais les accompagner, en tout cas. Après, tu as aussi été manager d'artistes jusqu'en mai 2019. Quels sont les artistes que tu as managés? Alors, j'ai travaillé... Je me rappelle plus des titres. Si c'était manageuse, peut-être c'était ça, je sais plus. C'est ce que dit ton LinkedIn. Ah bah voilà. J'y vais 2 fois par an sur LinkedIn, mais oui. J'ai travaillé avec Noman Osni. Ok. Tu vois qui c'est? Oui, bien sûr. Ah, génial. Si c'est humoriste et que je vois pas, ça m'inquiète. Ok, ouais. Quand c'est producteur et tout, je connais pas, mais quand c'est humoriste, je pense que francophone, ouais, ok. je vais connaître. Ouais. Noman Osni qui est maintenant aux États-Unis. Exactement. Il fait énormément de spectacles, surtout à Los Angeles. Ouais, il habite là-bas. Ouais. J'ai travaillé avec Cody aussi, à une époque. Ah, j'ai peur d'oublier des gens. Attends. En management, Lorenzo Mancini, pendant une petite période aussi, on a travaillé ensemble. J'étais pas vraiment manageuse. C'est-à-dire que pour moi, un manager, il trouve des dates. Ouais. Mais ça, c'est aussi un diffuseur. Et moi, je faisais pas ça. Mais c'était plus de l'accompagnement artistique et stratégique. Ok. Accompagnement artistique, bon ça on en a déjà parlé, donc ça c'est vraiment qui t'as envie d'être en tant qu'artiste, qu'est-ce que t'as envie de raconter, comment. Un peu ce que tu fais maintenant dans le stage d'identité. Exactement. Et de l'accompagnement stratégique, ça j'avais proposé aussi des ateliers comme ça, on avait fait. C'est en fait, qu'est-ce que ça signifie la réussite pour toi? Parce que il y a la réussite, tu vois, on nous montre un chemin tout tracé, tout le monde veut finir à l'Olympia, avec des chroniques sur France Inter, enfin je sais pas si c'est encore ça la mode aujourd'hui, mais est-ce que vraiment c'est ça que tu te souhaites, tu vois? Est-ce que vraiment c'est la réussite pour toi, c'est ça? Parce que c'est tout ce que ça implique, la chronique sur France Inter en quotidienne, vous demandez à Lisa Delmoitier, mais c'est une vie, quoi. Est-ce que c'est ça que tu te souhaites, tu vois? C'est vraiment ce truc de la réussite, donc stratégie de carrière, c'est... Plus, je fais le truc de la connexion. Est-ce que c'est la réussite? Oui, mais c'est ton ego qui veut ça ou c'est ton cœur qui veut ça? Ouais, ce qui n'est pas évident toujours de le savoir. Enfin, ça demande un travail introspectif pour arriver à le savoir, quoi. Non? Ça dépend. Pour toi, c'est évident? Oui. Ah, marrant. Souvent, oui. Ok. Oui, souvent, c'est évident. Ouais. Oui, pour quelqu'un qui arrive à bien s'écouter. Ok. Moi, je sais exactement ce que veut mon ego et ce que veut mon cœur, ouais. Et en fait, là, mon cœur est beaucoup plus en place que mon ego aujourd'hui. Ben après, j'ai 45 ans aussi. Mais je réfléchis, parce que maintenant que tu me dis, est-ce que c'est mon cœur ou est-ce que c'est mon ego? Est-ce que j'arrive à faire la distinction toujours? Je crois pas. Après, on a toujours besoin un peu des deux, tu vois. L'ego, il te pousse, il te met en action quand même. Mais je sais que... Enfin, c'est que ma vérité à moi, tu vois, de ce que j'ai compris pour moi jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand j'écoute les choix de mon cœur, je suis bien. Donc, c'est qu'est-ce que la réussite pour toi? Qu'est-ce que tu te souhaites, en fait? Qu'est-ce que tu te souhaites? C'est quoi ta journée idéale? Et de comparer, en fait, le fantasme que tu as, tu vois. Je veux faire des zéniths. On fantasme ça dans la tête, mais de comparer ça à la réalité, tu vois. D'aller rencontrer des personnes qui font des zéniths et de leur demander c'est quoi ta réalité? Oui, mais ça, je comprends. Parce que le fait, c'est ça aussi un truc que j'aime beaucoup dans le podcast, c'est d'avoir la réalité du truc. Voilà. Quoi. Parce que moi, je pose des fois des questions de c'était comment ce truc-là? Ah, c'était éclaté. Ouais. Ah bon? Mais ça avait l'air génial. Ouais. Dis, mais par exemple, je prends un exemple comme ça, le Jamel Comedy Club. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est le meilleur plateau. Ouais. Et tout le monde me dit c'est un plateau compliqué.
Ouais. C'est haut de plafond, c'est pas le public le plus chaleureux, Ouais. c'est difficile. Ah ok, ça me donne moins envie de le faire Ouais, d'un ouais. coup. Parce que Ouais. ça devient un truc très concret. Ouais. C'est plus le C'est rêve ça. du Jamel Comedy Club que je Ouais. voyais à la télévision, c'est un plateau compliqué. Et c'est pas le plateau où j'ai pris le plus de plaisir. Ah ok, je Ouais. préfère avoir le vrai truc. Moi le Zénith par exemple, là je sais que moi ça me tente pas beaucoup. Quoi. Ok. Parce que j'ai vu des spectacles en Zénith, je me dis, ça serait tellement mieux si on était genre Ouais. la moitié des gens. Ça serait cool. Mais après, tu as des artistes qui sont devant un zénith. Pouah, ça les transcende. Oui, quand c'est un plus chaud, Ouais. avec, je sais pas, danse. Pour quelqu'un comme Florence Foresti, je comprends qu'en Zénith, ça peut rendre très bien. Mhm. Quelqu'un comme Roman Frécinet, je pense qu'en Comedy Club, ça sera mieux. Je sais pas, j'ai pas vu en Ouais. zénith. Ok, mais je sais pas. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu Cirque Royal. Mais Cirque Royal, Ouais. c'est la salle parfaite. Quoi. Cirque Royal, c'est bien. Ouais. Cirque Royal, c'est parfait. Mais Ouais. j'adore. Ouais. Cirque Royal, j'ai été voir Fabio. Ouais. Incroyable. Ouais. C'est génial de voir un collègue qu'on fréquente sur les plateaux. Ouais, génial. On se dit on fait la même chose que lui. Et Ouais. là, tout d'un coup, il est au Cirque Royal. Et il éblouit la scène. Le public est avec lui. Plein d'humoristes sont dans la salle, sont venus le voir pour le soutenir. J'ai trouvé ça magnifique. Je pouvais pleurer de juste... c'est beau ce qu'on vit là. Et en plus, il a fait ça parfaitement. Et c'est très inspirant, je trouvais. De me dire... je crois que tous les humoristes qui sont venus le voir, on se disait waouh, en fait, ça pourrait être moi. Ouais. Ça a ouvert le champ des possibles pour des humoristes. Et ça, c'est génial d'avoir fait ça. Donc, Fabio, encore félicitations pour ça. Parce qu'à cause de toi, maintenant, on rêve tous du Cirque Royal. C'est Alors qu'avant, chouette. on ne l'envisageait pas. C'est chouette. Et donc, c'est ça. Le truc stratégique, c'est t'accompagner dans la réussite, mais qui est connecté à ton cœur, quoi. Et après, comme j'ai travaillé avec beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de métiers différents, du coup, je peux connecter. Tu as suivi aussi plein de formations. Tu es devenu coach dans le coaching transformationnel, le développement du leadership et la reconversion professionnelle. Ouah, ça, c'est des mots pour LinkedIn. Oui. C'est un peu ce que j'allais te demander. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est des mots pour LinkedIn. Ok. Je pense que je peux aller faire un peu de nettoyage. À un moment, j'ai quitté l'humour. Ouais. Oui. J'ai fait une pause. En fait, j'ai eu des gros soucis de santé liés à mon endométriose. Enfin, ça a été un peu cata pendant une période. Et à ce moment-là, j'ai fait plein de formations. Et je suis partie dans un trip de tous ces mots-là. Là. En fait, comme j'avais fait pas mal de prises de parole en entreprise aussi pendant une époque, j'avais bien aimé. Je me suis dit, ok, je vais aller voir comment ça se passe dans le vrai monde. Je vais aller voir. Et j'ai dû vouloir mettre des trucs sur LinkedIn, mais vraiment, ça veut rien dire. Mais j'ai fait du coaching de réorientation, où j'ai créé une méthode de coaching qui s'appelle Donne-toi le premier rôle. Et ça a souvent abouti à des projets artistiques. Et après, l'humour est revenu frapper à ma porte. Moi, je crois profondément que chaque personne est un artiste ou une artiste. Ok. Je crois profondément ça, qu'il y a une part artistique dans chaque être humain. Après, certaines personnes choisissent de la développer ou pas. C'est sûr que je crois que si on vient faire un coaching chez moi, ça va plus aboutir à ça parce que, à mon avis, inconsciemment, j'imagine que je dois influencer un certain... Donner une espèce d'autorisation, tu vois? Ok. Peut-être, je sais pas. Les gens qui ont été coachés, dites-nous. En fait, c'est que ça. Hein. C'est se donner l'autorisation. Il y a un moment où on se dit, OK, là, c'est comme là, j'ai fait au mois d'août. Je me suis donné l'autorisation de communiquer officiellement sur l'école. Et bim, tu vois? Et c'est parti. Ok. T'as donné des cours à Casablanca en partenariat avec le Made in Bruxelles Show, avec le Acting Institute. Oui, ça, c'est grâce à Sarah Vanel que j'ai lancé les stages. Parce que Sarah m'a proposé de venir faire un stage à Casablanca. J'ai fait OK. Parce que jusqu'à là, je faisais que du coaching individuel. Il n'y avait pas de stage. Et à Casablanca, ça a été tellement magique, extraordinaire. Rencontrer les artistes là-bas, mais des pépites, c'était dingue. Et ils sont revenus après au Made in Bruxelles Show faire le spectacle et c'était moi qui étais à l'animation. Ah oui? Ouais. Mais il n'y a qu'une personne qui est venue, non? Non, on avait eu de mémoire, il y avait 2 humoristes. Ok. 2 humoristes. Et il s'était ajouté... On avait fait un plateau avec 6 humoristes. Il y avait 2 humoristes qui venaient du Maroc. Je n'ai plus les 2 prénoms, mais 2 humoristes marocaines. Et ça s'est trop bien passé. Ils étaient trop contents de la présentation. On les avait mis bien, quoi. Quand ils sont arrivés sur scène, c'était un déferlement d'applaudissements. Et elles étaient trop contentes. Et du coup, ça les a mis en valeur. Ouais, donc c'est vraiment grâce à Sarah et ce stage à Casablanca que je me suis dit, allez, je vais en faire ici, on va voir. Et c'est parti. Ouais. Voilà. Merci Sarah, et le Made in Bruxelles Show, auquel tu avais participé en 2010. Oula, oui. C'est pour dire que le Made in Bruxelles Show est là c'est la 18e saison. Ouais.
Et moi, je suis sur le plateau le 6 octobre prochain. Venez aussi. Allez, non, faut arrêter avec les venez, Régis. Stop. Venez si vous voulez, c'est une proposition. Oui. mais ouais, Made in Bruxelles Show à l'époque. Et d'ailleurs, il y a gros dos, mais ça c'est Cédric Dukings qui a quelque part dans les méandres de ses ordinateurs, je ne sais pas, un duo d'Alex Vizorek et moi. Et on l'écoute maintenant. Non. J'adorerais l'avoir sur ma console et pouvoir faire hop, on l'envoie. Ce serait ouf. Là, tu mets pas très de... Non. Ouais, ça c'est 2010, ouais. C'était il y a longtemps. Ok, j'ai discuté avec Kouz juste après. En parallèle de ton école, tu continues à donner des cours à l'Académie de l'humour à Paris. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Donc l'Académie Humour, ça fait 4 ans qu'elle existe. Elle a été créée par 3 femmes formidables et aujourd'hui c'est Aude Galliou qui reprend le projet avec la seule capitaine à la barre. Mm-hmm. Mais c'est un peu, on s'en est parlé l'autre jour, c'est un peu tu sais comme les villes font des jumelages là. On s'est dit on allait faire aussi les écoles jumelées parce qu'il y a un truc c'est une personne que j'admire énormément, Aude. On a les mêmes envies, elle à Paris, moi à Bruxelles. Et du coup, je pense qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place à ce niveau-là, au niveau des ponts, tu vois, entre Paris et Bruxelles. C'est ça aussi que j'ai envie d'en profiter, du fait que, comme j'ai bougé un peu, tu vois, en France, un peu à Montréal et tout, j'ai encore un peu des petits réseaux là-bas, de pouvoir développer l'école aussi un peu plus loin que Bruxelles, quoi. En plus des échanges avec Paris, ça peut être super chouette pour les humoristes dans les deux cas. On s'en est parlé avec Aude de faire venir des artistes de Paris ici et des artistes de Bruxelles là-bas. Enfin, Bruxelles, quand je dis Bruxelles, belge, quoi. Oui. De créer des partenariats, ouais. Et l'Académie d'humour, là, c'est pareil, je donne aussi des cours sur l'identité artistique. C'est un peu ma petite passion, là, tu vois, donc... Oui, on le voit. Quand on parle, tu deviens toute passionnée. Ouais, c'est un peu ma passion. C'est moi quand je parle de Didier Balkalidé. Ouais, c'est ça. Et on s'en était parlé un petit peu au Made in Bruxelles Show d'ailleurs, mais est-ce que tu t'es inspiré un petit peu de l'École nationale de l'humour au Québec pour ton école à toi ? J'adorerais m'inspirer de l'École nationale de l'humour, mais en fait, je ne connais pas leur programme. Okay. Je sais quelques petites choses, comme le fait que là-bas, d'ailleurs, c'est toi qui vas pouvoir y répondre, apparemment, les artistes ne peuvent pas monter sur scène le temps de la formation, en tout cas avant. En dehors de l'école. Et je trouve ça génial, moi. Ah, avant ils faisaient ça, ils le font plus. Ah, plus du tout ? Je pense... Même pas sur une période ? Ça, je ne sais pas te répondre, parce que moi, j'ai fait les cours du soir et pas la formation de 2 ans. Donc ça, tu pourrais demander à Eugénie Noton, qui vient de terminer, ou à Étienne Sercq, qui a fait la formation, ou à InnoJP aussi. Oui, c'est vrai. Avant, je sais que c'était déconseillé, vraiment mal vu de faire des scènes pendant la formation à l'École nationale. Donc c'était vraiment conseillé de ne pas le faire. Mais oui, moi je comprends. Parce qu'en fait, dès que tu es sur une scène avec un public, tu es dans une démarche de performance. Et donc tu es obnubilé par le rire, je dois obtenir le rire, et que ça. Et en fait, au début, moi, dans les stages, je dis, ne cherchez pas à être drôle. Au départ, ne cherchez pas à être drôle, pour aller vraiment chercher l'essence du message que tu as envie de partager, quoi, ou du sujet que tu as envie d'aborder, tu vois. Et plus tu t'entraînes dans un espace où tu te sens en confiance, plus après tu vas pouvoir arriver avec ta proposition singulière, forte. C'est ma croyance. Ça n'est que ma croyance. Que j'ai l'impression qu'en fait, quand tu es dans ce truc de performance, tu peux te perdre un peu. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais moi, je trouve que tu apprends tellement en jouant aussi. Ah oui, je suis d'accord. Hein. Mais au début, je trouve ça bien de choisir les moments où tu montes sur scène. Parce que souvent, au début, les artistes ont tendance à accepter ou vouloir faire un maximum de plateau, jusqu'à épuisement. Ce qui fait que c'est pas très constructif. Alors que si tu sais exactement pourquoi tu vas faire ce plateau, tu choisis de monter sur cette scène-là pour travailler telle blague ou pour travailler telle attitude ou pour travailler telle technique, je ne sais pas. Mais vraiment dans une démarche de travail, super. Mais si tu vas pour être vu dans tous les sens, le plus possible, partout, mais je pense que c'est pas très... ça fait pas du bien. Je ne sais plus comment on est arrivé à dire ça par rapport à l'école. Ah oui, tu m'as demandé si je m'étais inspirée de l'École nationale de l'humour. En revanche, j'ai rencontré Louise Richer à l'époque, mais je me demande si tu n'étais pas là aussi. Je ne pense pas. Non, tu n'étais pas là. Juste Louise Richer, c'est la directrice qui a créé l'École nationale de l'humour il y a plus de 30 ans, 35 ans, je crois.
Voilà, juste pour situer. Je l'ai rencontrée à l'époque. Elle venait faire un tour en Europe pour voir un peu comment éventuellement collaborer avec des personnes ici en Belgique et en France. Et donc j'avais eu la chance de prendre un thé avec elle et après de la revoir au King's où il y avait une réunion avec plusieurs personnes. C'est là où je me disais, est-ce que tu n'étais pas là? Non. Je n'ai jamais été dans la même pièce que Louise Richer, sinon je le saurais. Et je l'avais trouvée fascinante. Oui. C'est-à-dire que c'était devenu un nouveau rôle modèle avec Oprah Winfrey aussi. Et donc en fait, je ne connais pas bien comment ça se passe, à part des petites choses, tu vois, que certaines personnes racontent. Donc j'aimerais m'en inspirer pour le modèle, tu vois. C'est une école d'exception. Alors là, je vais te poser une question par rapport à l'humour en Belgique. Parce que l'humour en Belgique, il a évolué énormément en quelques années. Ça se professionnalise. Tu en es aussi pour quelque chose. Qu'est-ce que tu penses qui manque encore au stand-up belge et bruxellois? Je crois que ce qui manque, là, aujourd'hui, c'est éduquer le public. Et ça, j'espère pouvoir y contribuer avec les projets de l'école, vraiment. Parce que je pense que si on éduque le public, il y aura de plus en plus de possibilités de jouer. Et plus il y aura de possibilités de jouer, plus les artistes auront envie d'évoluer, de se développer, pourront en vivre. Plus ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'école? Ce serait quoi l'ultimate goal de Alexandra Henry? L'ultimate goal, je ne sais pas, parce que je pense qu'il va encore me surprendre. Mais là, ce qu'on peut me souhaiter, c'est... La première étape, c'est que ce gala soit un moment de fête et de célébration immense. Et pour la suite, que ça continue comme ça, en fait, parce que je sens que c'est que le début d'une aventure, mais merveilleuse, et déjà là, ici, maintenant, alors qu'elle est encore... Qu'au début, c'est encore petit, c'est déjà, mais genre... hyper kiffant, quoi. Hier, vraiment, le premier cours, il y avait Émilie qui était là, parce que c'était important pour moi d'arrêter d'être la seule à donner des stages et des ateliers, tu vois. Là, mais à un moment, il va falloir qu'il y ait d'autres personnes, d'autres vérités, d'autres partages. C'est tellement plus riche et plus intéressant. Donc hier, pour la première fois, Émilie était là, et ça y est, ça existe, quoi. Vraiment, il y avait un truc très émouvant, très réjouissant. Enfin, c'est... Donc le super goal, une énorme fête le 13 octobre. Et pour la suite, je suis tellement chanceuse en fait qu'il y a déjà plein de gens qui me soutiennent, qui sont... que ça continue comme ça et que ça continue de grandir ensemble, quoi. Il y a vraiment ce truc-là, hyper important. Trop bien. J'ai croisé Émilie juste avant qu'elle le fasse et elle était hyper flattée que tu la contactes pour faire ça, et avec une envie de bien faire parce qu'elle est un peu reconnue pour ce qu'elle fait, ce qu'elle fait super bien. Mais je trouvais ça génial, je sais pas. C'est génial, mais c'est souvent la réaction, c'est je suis pas légitime, tu vois, quand je propose aux experts et aux experts, je suis pas, est-ce que je suis légitime? Mais oui, et bien plus que moi d'ailleurs, parce que hier, vraiment, dans cet atelier, c'est une artiste qui parle à des artistes. Ils et elles vivent les mêmes choses, tu vois. C'est super puissant. C'est comme dans le groupe du lundi matin, on appelle ça les cafés-cœurs. On a ce moment, c'est vraiment du coaching mental, bien-être et stratégie, etc. Il y a un moment où on partage les apprentissages. Et donc, chaque personne venait avec son partage d'apprentissage, mais ça nourrit les autres. Mais comme c'est le même niveau, tu vois. Du coup, tu te comprends, tu te connectes. Enfin, je sais pas, c'est magique. Ouais. Mais les trucs en collectif, moi j'ai eu la chance de faire une masterclass avec Yacine Bellous. En fait, les retours qu'il faisait sur les autres, sur les passages des autres, m'ont débloqué des trucs à moi qui sont assez fabuleux. Et même des visions de... Enfin, la masterclass de Yacine, mais Yacine, c'est une des personnes que j'aime le plus dans l'humour. Ouais. C'est fabuleux aussi ce qu'on peut faire et comment on se limite sur certaines choses et comment on réfléchit. Enfin, on reste dans un truc et il suffit qu'on nous ouvre un peu les possibilités. On fait « Ah, waouh, j'avais jamais vu ça comme ça ». Donc, la puissance du collectif. Ouais, c'est génialissime. Même là, dans le groupe du vendredi, il y a des retours. Il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres. Ça se partage, ça s'échange. Merci. Moi, je suis spectatrice. C'est ma place. J'adore.
C'est génial. On le voit, ça me fait plaisir. Ah ouais, vraiment. On voit dans tes yeux qu'il y a une étincelle qui s'allume à chaque fois que tu en parles. J'aime trop ça. Alors dans le podcast, tu le sais, moi je conclue chaque épisode par une interview name dropping. Tu m'as déjà dit que ça allait être compliqué parce que toi tu aimes tout le monde, mais je te l'ai dit, c'est vraiment un prétexte pour complimenter plein de gens. Okay. Donc ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas te disputer avec personne après ça, que j'espère. Non, mais il faut choisir, c'est ça, entre deux personnes, c'est ça qui est impossible. Alors, il y a une première étape où je vais te demander de donner un humoriste par catégorie, peu importe qu'il soit québécois ou qu'elle soit française, suisse, allemande, peu importe, une personne pour chaque catégorie. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus. En ce moment, c'est Nadège Sans-Gêne, avec qui je travaille. Elle me donne envie de soulever des montagnes, quoi. C'est vraiment là, pour le coup, c'est l'inspiration perso pour moi, Alexandra, tu vois, pour ma vie, quoi. D'être à côté de Nadège, de travailler avec elle, ça me donne des ailes, quoi. Tu vois, ça me rend puissante. L'humoriste le plus sympa ou la plus sympa que tu as rencontré? Sympa. Le premier qui vient en tête de sympathie, c'est Nikos. Nikos? Ouais. Nikos, il est tellement sympa. C'est vraiment sa caractéristique, quoi, énorme, quoi. Tellement sympathique. Mais c'est horrible de choisir une personne parce qu'il y en a des tonnes. Après, ça peut être aussi la première personne. La première personne qui est venue, en tout cas là, c'est la petite tête de Nikos. Okay. Très souvent, c'est Yacine Bellous qui est cité. C'est qui était le plus cité dans ce rôle-là. Et pour avoir beaucoup parlé avec Yacine, c'est impressionnant. Mais Yacine, moi, je l'aurais mis dans la sagesse. Aussi. Oui. Parce que pour moi, Yacine, c'est la sagesse. Mais c'est une sagesse bienveillante comme ça. Oui, bien sûr. Et du coup, je comprends. Mais la sagesse, pour moi, c'est hyper positif. Hein. Oui, bien sûr. J'aime les sages. Hein. Ah oui. Moi, sagesse, j'associe Romane Fraissinet. Pour moi, il y a plein de sagesse. Alors, Romane Fraissinet, c'est l'intelligence émotionnelle sur pattes, quoi. Ok. Ouais. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux. Celui qui vend le mieux ses blagues par son jeu. Je vais continuer les artistes avec qui je travaille, Sophia Bellabesson. Elle est méga forte. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux. Juan. Ça va lui faire plaisir. Ouais, mais vraiment, hein, c'est un perfectionniste, c'est un bosseur. Il est impressionnant pour ça. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir l'après-Québec. Ah, ça va être oufissime. On fera un épisode mise à jour avec Juan et Nikos à leur retour, je pense. C'est très intéressant. Ouais. Parce que Nikos part à Paris, Juan part à Montréal. Dans les deux cas, ça va être intéressant de voir comment ça va influencer leur humour et leur carrière aussi. Génial, ouais. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Alors, c'est hyper difficile de choisir, mais dernièrement, j'ai vu Arnaud Mertens passer premier au MIB. On le met toujours en premier. Il passe souvent premier. Ouais. Et son énergie, c'est plus une énergie d'artiste introverti. Mais là, il l'a géré de ouf. Mais la puissance, quoi. Vraiment. Mais j'aime vraiment beaucoup Arnaud. Il va bientôt être dans le podcast. Ah, cool. L'humoriste que tu voudrais le plus avoir comme expert dans ton école? Oh, waouh. Tu peux avoir qui tu veux dans le milieu de l'humour. Alors, Adib Al-Khalideh, mais ça aurait beaucoup de sens parce que vraiment, on s'est connus au tout début. Et puis là, la vie a fait que chacun a fait sa route. On s'est perdu de vue, tu vois. Mm-hmm. Mais s'il pouvait venir donner cours à l'école libre de l'humour, alors là, génial. Ah ben, moi, il vient donner cours, je suis déjà inscrit. Il n'y a pas de souci. Une fois que tu as son accord, un mail direct, je suis inscrit, compte en banque, c'est parti. Vous vendrez un rein, j'y vais. Non, Adib, ce serait fabuleux. Non, j'espère que ça sera gratuit. Mais ouais, parce que l'école libre, tu sais, j'essaie d'être libre à tous les niveaux. C'est pas encore gratuit là pour l'instant, mais après, c'est mes ambitions. Okay. Est-ce que je vais y arriver? Je te le souhaite. Merci. L'humoriste qui a le plus compris, c'était quoi son talent et qui arrive à le retranscrire sur scène? Celle qui est vraiment là en train de le... Tu sais, parce qu'elle comprendre intellectuellement et puis elle l'intégrer dans ton corps, dans ta vie, quoi. C'est 2 étapes. Et je trouve que celle qui est vraiment en train d'incarner ça, c'est Alice Connard. Trop bien. Elle est vraiment en train de faire des choix là, tu vois que ça y est, elle y est, quoi. Alors maintenant, je vais te demander de choisir entre 2 humoristes. Alors la règle, c'est de choisir entre 2 humoristes sur le critère de c'est lesquels qui te fait le plus rire. Pour avoir un critère qui est relativement objectif. Après, si tu ne veux pas choisir entre les 2, profites-en juste pour complimenter les 2. Ok. Entre Verino et Yacine Bellous. Ah waouh, c'est impossible.
je les ai connus, tu sais, je les ai connus tous les deux au théâtre de 10 heures, tu vois. C'est pour ça. C'est vraiment la clique du théâtre de 10 heures, là. Qui me fait le plus rire? Impossible. Impossible, c'est pareil. Égalité. Non, Alors, je pourrais... 10 partout. Alors, on va changer. Ça serait qu'est-ce que tu aimes chez les deux? Mais Yacine, j'aime sa folie et sa sagesse en même temps. C'est fascinant. Il t'embarque dans des trucs et en même temps, on dirait un personnage venu d'ailleurs, tu vois, d'un autre monde, quoi. Mais que je pourrais écouter pendant des heures. Et Verino, mais Verino, déjà, c'est un être humain épatant. Et sa carrière, elle est quand même assez impressionnante. De voir qu'il n'a jamais lâché, tu vois, qu'il crée tout lui-même. C'est assez épatant. Donc moi, déjà, rien qu'au niveau modèle d'entrepreneur, tu vois, je le trouve épatant. Et après, j'ai vu son dernier spectacle, là. J'ai trouvé ça... Je l'ai vu au début. J'ai trouvé ça excellent parce que tu sais, il y a des artistes de ma génération, là, de quand j'ai commencé, qui grandissent et qui continuent leur chemin sans regarder comment ça va aujourd'hui, quoi. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais Verino, il est toujours... À la page. À la page. Mais tu le vois, il pose 1000 questions aux plus jeunes générations. Enfin, il y a un truc vraiment... ouais. Eh ben, Fanny Ruet, dans l'épisode qui vient de sortir lundi, conseillait son nouveau spectacle en disant que c'était l'humoriste qui l'avait surpris dernièrement parce qu'elle s'attendait à pas à ça, quoi. Ouais. Il a été dans un truc des sujets plus touchy. Oui. Et c'était intéressant de le voir, lui qui avait un truc qui était très familial, très grand public, plus. Et donc là, c'est intéressant de voir s'attaquer à des choses un peu plus touchy, quoi. D'aujourd'hui. Ouais. Entre Kian Kojandi et Fanny Ruet. Ah là là. Tu m'as détesté, mon jeu. Qui me fait le plus rire entre Kian Kojandi et Fanny Ruet? Mais en plus, c'est vraiment les mêmes personnes un peu. Je les admire un peu pour les mêmes choses. C'est-à-dire que c'est deux génies. Difficiles d'accès humainement. Ils vont pas arriver et faire « ouais, tu vois, c'est vrai, c'est des personnes qui m'impressionnent d'une certaine manière, mais que je trouve extrêmement brillantes. Les deux, ils pourraient être frères et sœurs, ou jumeaux, là, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est dans la même famille, quoi. La famille des génies qui montent quand même des projets à chaque fois. Enfin, c'est épatant. Moi, j'aime bien que mon jeu est complètement devenu complimente les deux. Oui, mais c'est impossible. Je me suis douté. C'est impossible. Bah, du coup, je te demandais entre Lorenzo Mancini et Mélanie Accari. Oh, mais arrête. Non, mais c'est pas possible. Je pense qu'on les a déjà complimentés dans l'épisode. Ouais. Mais en plus, tu choisis à chaque fois des personnalités. Tu sais, je pourrais les mettre dans les mêmes familles comme ça. Ah oui? Ouais. Oui, parce que Lorenzo, je le connais bien parce qu'on a quand même travaillé ensemble pendant quelques mois. Et donc, on a une relation amicale, tu vois, au-delà de la relation du travail. Mélanie, je la connais moins bien, mais elle est directe aussi. C'est un truc très sympathique. Donc, c'est pour ça, tous les deux des... T'as envie de faire la fête avec les deux. Le plus rire, je sais pas. Franchement, c'est impossible de choisir. Alors, je vais te demander, que la dernière question que je pose à tous les épisodes, c'est qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Que t'as pas déjà reçu? T'as déjà reçu tout le monde? Non, vraiment, il y a encore plein de gens que je veux recevoir. Ah ouais? Oh, moi, la liste est longue. Je sais. Jessie Varin. Ok. Jessie Varin. Tu vois qui c'est? Oui, je vois bien, qui gère la nouvelle scène. Ouais. Au-delà d'être une amie merveilleuse, c'est une femme brillante qui a un regard sur l'humour très, très intéressant, qui a créé son bateau. Enfin, tu vois, c'est une femme qui a créé son bateau, qui depuis 10 ans se bat pour ce projet, qui est indépendante, tu vois, elle ne fait pas partie de tous les gros groupes, etc. Qui garde sa ligne édito, Non, franchement, elle est assez épatante à ce niveau-là et je trouverais ça intéressant d'avoir son regard de professionnelle parisienne qui partage la vie d'un humoriste. Et je pense que Jessie, ça serait intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris le temps, parce que en plus de m'avoir accueilli dans le studio son avec tout l'équipement, donc j'espère que tout est nickel. Merci beaucoup. Merci à toi, Régis. Tu viendras faire expert dans l'école sur le podcast. Avec grand plaisir. on va en parler parce que tu parlais tout à l'heure de peur de manquer de légitimité. Oui, tu l'as ressenti. Ah, bon, on va en discuter. Mais oui. Merci on va beaucoup. En parler. Avec plaisir, merci à toi. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous.
Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.